Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis, à l'occasion de sa venue le 10 octobre au Festival du film de l'Est pour la présentation de son dernier long métrage Dernier Soleil, La Nuit Américaine a eu le plaisir de recevoir Étienne Constantinesco, réalisateur et scénariste, pour un entretien dense et passionnant, entretien mené par Mathieu et Mike et enregistré à l'Anticafé de Strasbourg. Je vous laisse profiter de cet échange. Les amis, bonjour. On a le plaisir d'accueillir Étienne Constantinesco, scénariste et réalisateur, à l'occasion de Dernier Soleil, son deuxième long métrage disponible en VOD et diffusé, projeté ce soir au Cinéma Star dans le cadre du Festival du film de l'Est. Alors Étienne, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Comment vas-tu ? C'est super sympa de m'inviter, c'est avec plaisir. Écoute, ça va, hein, comme je te disais, un peu fatigué aujourd'hui. Ouais, je nous ai raconté un peu la veille. C'est pour ça que j'hésite toujours à revenir sur Strasbourg, parce que je sais que je peux facilement faire du hors-piste. Bon, très bien, on va commencer la petite interview. Donc tu es strasbourgeois. Parfaitement. Tu enseignes l'audiovisuel à Aix-en-Provence. Ouais, mais j'ai enseigné ici aussi à la fac. D'accord, ok. Et donc tu réalises tous tes films à Strasbourg, dans la banlieue strasbourgeoise. Alors qu'est-ce qui te pousse effectivement à revenir en terre alsacienne pour réaliser tes films? Alors c'est vrai qu'on associe souvent un peu mon cinéma au cinéma de banlieue, qui est devenu maintenant un genre à part entière, moi je trouve ça un peu bon. Effectivement, il y a un peu un décorum un peu banlieue dans mes films, ça arrive, mais c'est plus des films qui traitent de la marge, de personnes qui essayent de se faire leur place. Et souvent, ils doivent puiser une forme de violence en eux pour réussir à se faire leur place, mais c'est souvent vain. Et effectivement, ça mélange, comme en plus j'utilise des non-acteurs beaucoup, ça mélange des gens qui peuvent être en situation de précarité ou pas. Je mélange les couches sociales, parce que moi j'ai une espèce de, voilà, je fréquente toutes sortes de personnes, enfin peu importe. Et donc pourquoi donc c'est juste pour dire, voilà, enfin moi quand on me demande, je dis que je ne fais pas du cinéma de banlieue. Pourquoi je viens à Strasbourg ? Parce que je pense que tu sais, voilà, on a tous une histoire, quelque chose en nous à un moment, voilà, un truc qu'on a traversé, qui nous a forgé, qui a fait notre identité, qui a été pour certains très difficile, pour d'autres plus simple. Moi, voilà, j'ai eu une adolescence un peu compliquée ici. Voilà, j'ai décroché scolaire. Enfin voilà, j'ai arrêté l'école très jeune. Et donc voilà, ça a été une période particulière qui, je pense, m'a beaucoup marqué. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que je parle de cette histoire. Enfin, ça, je l'ai analysé bien après. Hein, c'est ce besoin de se faire sa place, et c'est souvent familialement aussi. Hein, c'est pas au sens sociétal, mais dans Dernier Soleil, c'est ça. C'est quelqu'un qui finalement veut avoir sa place au sein d'une famille, enfin, ou recréer sa famille. Et donc, voilà, je pense que c'est que je suis très proche de cette ville à cause de ça, parce que je pense que j'y ai vécu des choses fortes qui m'obsèdent, et donc c'était évident pour moi depuis mon premier film, même avant j'avais fait un court-métrage que j'ai éradiqué, hein, qui n'est pas visible, mais j'avais fait un court-métrage ici. Je ne l'impose pas à la postérité, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, pour moi c'était évident de parler de ça, et j'ai toujours eu le besoin de parler de ce qui m'entourait, c'est-à-dire des gens avec qui j'ai traversé des choses, qui ont aussi un parcours un peu comme moi, qui est un parcours un peu marginal. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup mes potes, quoi. Pourquoi il y a une espèce de noyau de potes, en fait. C'est pour ça aussi que tu reviens sur Strasbourg, parce que tu as tes potes, ta petite bande avec laquelle tu travailles. Et donc il y a ça aussi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait,
on était, comme on a un parcours un peu un peu particulier, on est un peu des débrouillards, quoi. C'est-à-dire que nous, il y a rien qui est impossible, quoi. Tu vois, on se dit le truc, on peut le faire, quoi. Donc effectivement, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin que j'ai de parler de ça. Et en même temps, ce que j'ai construit au fil des années, c'est-à-dire une équipe qui peuvent passer devant la caméra, derrière la caméra. Enfin, tu vois, tu parlais de mon pote Julien, on parlait de Julien avant qu'on voit dans tous mes films. Enfin voilà, sur le dernier, je me souviens, on en parlait hier avec un copain, sur le film de science-fiction que j'ai fait il y a quelques années, qui n'est pas visible, donc ça vous ne l'avez pas vu. Eh bien, il faisait les merguez et il passait devant la caméra. Je lui disais, alors ça veut pas dire que le résultat est forcément pertinent, parce que ça a ses défauts. Mais voilà, c'est des potes où voilà, on fait tout, quoi. On se démerde, on se motive, on s'amuse, et ça nous permet de nous retrouver aussi. Ce que j'ai trouvé super intéressant en fait dans tes films, que ce soit dans les longs ou dans le court, justement, tu parlais du cinéma de banlieue. Et en fait, effectivement, même si tu utilises les archétypes de la banlieue, on peut pas identifier véritablement que ça se passe en banlieue, parce que des fois, ça se passe aussi à la campagne. J'ai l'impression que tu crées une espèce de nouvelle topographie, en fait, avec un nouveau paysage et quelque chose un peu, des fois, c'est limite du fantastique. Et tu joues vachement, je trouve, avec les codes du genre, parce qu'on est dans le film un peu social, tu vois, tu dépeins un milieu social, mais à travers le prisme aussi du cinéma de genre. Le polar, plutôt, ou... Alors, voilà, moi, je sais qu'il y a tout un débat sur le cinéma de genre, particulièrement en France, où malheureusement, on a quand même, par exemple, on est quand même les inventeurs de la science-fiction, et on n'est pas capable de produire. Enfin voilà, il y a quand même, avec tout l'argent dont on dispose, on a quand même un système qui est très favorable. C'est quand même il y a quelque chose d'un peu dramatique dans cette histoire maintenant, de dire oui, c'est quand même voilà, il faut qu'on puisse financer aussi des films de genre. Moi il y a un livre qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, de Le Temps scellé de Tarkovsky. J'aime bien Tarkovsky parce que j'aime bien le cinéma poétique. Et qui justement arrive à sortir du drame, n'est pas trop accroché au drame. Et il disait dedans le nom même de genre à la froideur du cadavre. Et c'est vrai que qu'est-ce qui nous intéresse dans le cinéma, c'est quand on découvre une personnalité. C'est-à-dire, t'as un mec derrière, c'est un réalisateur, il a une vision et elle est portée par des acteurs, bien sûr une équipe qui participe énormément et il faut pas leur enlever du crédit, mais c'est quand même la vision d'un mec, et c'est ça le genre, en fait, c'est un genre en soi. Tu vois, on va regarder, tu prends Tarkovsky ou j'en sais rien, on prend des mecs plus récents. Moi j'aime beaucoup Bruno Dumont, tu vois, par exemple, voilà. Ça se sent, ouais. Ouais, et voilà, c'est un genre en soi, tu vois, c'est-à-dire ce gars, c'est lui, c'est sa personnalité, ça ressemble à rien d'autre, en fait, tu vois, et c'est ça qu'on attend. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'attends du cinéma. Donc ces histoires de genre, je suis toujours un peu, je comprends que ce soit en plus utile pour marketer les films, pour les positionner, pour le public, même moi, tu vois, j'ai besoin donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, moi, je suis pour essayer de sortir ça de ma tête. Quand j'écris un film, je n'ai aucune forme et c'est ça que moi, dans Dernier Soleil, je suis content d'un truc, c'est qu'effectivement, déjà, il y a ce mélange où, effectivement, comme tu dis, on démarre sur un film social. Et d'un coup, en fait, ça glisse dans le criminel ou le polar, enfin voilà, au sous-genre du polar. Enfin oui, effectivement, c'est du film policier, quoi. Et ça peut cohabiter, et ça doit cohabiter, en fait. C'est même pas une question on fait un film de tel genre ou tel. Pour moi, ça doit cohabiter sur tous les grands films, en fait. Finalement, c'est un mélange, quoi. On rit, on pleure, enfin tu vois. Donc ça, c'est important pour moi. Et je rebondis parce que je suis désolé, je parle beaucoup, vous pouvez me couper. Non, vas-y. Le décorum, c'est-à-dire qu'en fait, la topographie dont tu parlais, ça aussi, je peux pointer pas mal de défauts. Enfin, je suis très critique envers mes films, mais ce que j'ai réussi à faire sur Dernier Soleil, ça fait très longtemps que je travaille sur cet aspect-là, c'est le travail de décor. Tu vois, c'est en fait mes décors, l'extérieur, c'est l'intérieur. Ça veut dire que tes décors, c'est ton personnage. C'est ce qu'ils pensent, c'est leur intériorité. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais toujours une tendance comme mes personnages, à aller chercher des lieux qui n'ont pas vraiment leur place aussi, quoi. Et effectivement, moi, je suis bon dans le visuel. Enfin, j'ai pas mal de défauts, notamment à l'écriture, mais je suis réal, donc je suis très dans le visuel. Moi, je suis dans la vision visuelle pour la différencier de la vision globale des choses. Et
Et donc j'ai fait ce travail sur Dernier Soleil où voilà les décors. Alors j'ai quand même 15 ans de repérage ici, donc ça m'aide. Mais voilà, tu sais jamais. Les décors aussi, c'est urbain, mais en même temps t'as la nature qui prend. J'aime bien ça, moi, toujours quand t'as cette espèce de combat de la vanité de l'homme à imposer son truc. Et finalement la ville, c'est aussi comme la nature. C'est-à-dire, ça devient aussi chaotique finalement qu'une forêt. Ça finit par pousser. Voilà, donc on retrouve ces choses-là. Et donc j'ai travaillé en tout cas un univers. Voilà, on peut parler comme ça, qui je pense est en tout cas un de mes univers les plus aboutis quoi, sur du long. Et pour rebondir, parce que c'est une question, c'est important aussi, effectivement, la reproduction du réel ne m'intéresse pas. Je ne fais pas du cinéma réaliste. Et souvent on vient me dire, oui, bah, tu vois, tout de suite les gens ont ce rapport. Et non, j'utilise un élément très réel. Effectivement, j'utilise des vrais gens, donc c'est sûr que ça va tout de suite frapper. Tu vois, ce réalisme va frapper, mais je le prends pour le tordre. Ouais, mais on dirait que tu sublimes en fait le naturalisme. En fait, en prenant justement en jouant des codes, même si effectivement tu t'en défends, tu dis tu veux pas dire clairement que c'est du cinéma de genre, parce que on n'a pas besoin effectivement de faire du cinéma de genre pour expliquer ton cinéma, mais c'est vrai que tu tords en fait. Quand on parle de Dumont, on pense à un cinéma naturaliste. Tu vois, mais quand on voit ton cinéma, on te dit effectivement la première amorce, on pourrait croire que ça pourrait tendre aussi vers ça, mais il y a une bascule à un moment donné. On part, c'est le naturalisme qui devient un peu fantastique. Ou moi quand je dis ça, c'est que je pense effectivement c'est les dernières séquences dans Dernier Soleil où tu parles de tes décors, ce décor naturel où la nature a pris la place sur ce bâtiment. Il y a quelque chose en fait qui sublime ce naturel, c'est assez extraordinaire en fait à voir. Et tu disais ça représente en fait aussi les personnages, ce qu'ils ressentent et ce décor, et ça se sent effectivement. C'est ça. Il est seul, c'est vide, c'est eux, tu vois, ils ont pas leur place, ils sont cassés comme ça. Enfin, tu vois, c'est un peu des raccourcis, c'est-à-dire c'est assez rapide de dire ça, mais pourtant c'est vrai. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire effectivement c'est ça, c'est-à-dire que ça représente ce qu'ils sont en train de vivre, ça représente leur état d'âme. Et oui, c'est presque, moi je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire je prends fantastique, tu vois, j'étais jamais allé jusque là. Moi je dirais plutôt que ça j'essaye de tendre vers un truc un peu poétique. C'est-à-dire un langage très visuel. Ouais, quand tu parles de Tarkovsky, effectivement, quand je parle de fantastique, quand je vois en fait cette dernière séquence-là, ouais, on peut penser, oui, je sais pas, au Miroir, au Stalker, enfin des séquences en fait qu'on peut retrouver dans ces films. Et tu dis, ouais, il y a quelque chose de poétique, fantastique dans cette dernière séquence que je trouvais effectivement très très belle. Et en fait, quand on parlait aussi de Dumont, on disait, je me posais la question, Dumont disait, il passe beaucoup de temps avec ses comédiens non professionnels pour apprendre à les connaître et pour qu'il y ait une vraie relation avec eux, pour que en fait quand il tourne avec eux, quand il les filme, il y a une relation de confiance. Toi, tes comédiens, tu les connais, mais la plupart, il y a des séquences qui sont extrêmement troublantes quand il va à l'appartement, hein, et là je me demandais, je me dis mais quelle est la part déjà d'improvisation des dialogues, qu'est-ce qui est écrit, parce que là pour le coup on est dans le vrai quoi. Là, c'est assez impressionnant. Alors, je sais pas si tu veux en parler, déjà parler de ces comédiens-là. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc voilà, moi, quand j'ai décidé donc de faire, pour recontextualiser, je fais Dernier Soleil, je suis à Paris, je déteste ce que je fais. Genre, ça fait 8 ans que j'essaye je développe des films qui ne se montent pas, et ça devient extrêmement frustrant. Je vois pas le bout du truc. Et je me dis, bon, l'expérience de le film de science-fiction, on pourra en reparler pour expliquer, mais ça avait été une expérience difficile, où j'étais avec tous mes potes, mais je l'avais très mal vécu, et je me suis dit, mais mon Dieu, je prends même plus de plaisir à faire ce que je fais, quoi. Je le fais par un besoin, par une obsession qui est la mienne, quoi, voilà, moi, je pense que j'ai un truc à dire. Et tu dois créer et tu dois mettre à l'écran ce que tu penses et ce que tu dois dire, quoi, ce que tu ressens. C'est de l'exorcisme. Oui, c'est ça. Je te jure. Et c'est un dérèglement, quoi. C'est-à-dire que tu vis avec, ça t'obsède. Moi, c'est vraiment ça. Je dois mettre les images, tu vois, c'est comme ça. Par tous les moyens. En essayant de rester raisonnable. Même si ce dérèglement, la raison n'a rien à voir dedans. Et donc, je dis, bon, je dis à ma femme, écoute, elle était enceinte. C'était notre premier enfant. Et je dis, écoute, si je veux faire un film, en fait, finalement, il faut que je le fasse maintenant, parce que une fois que on aura
le bébé, on va passer au moins 1 an ou 2, ça va être compliqué. Donc voilà, j'avais touché un tout petit peu d'argent de la maison de ma grand-mère était décédée. J'avais touché, je crois, 15 000 ou 18 000 euros sur une part de la maison qui avait été revendue. Et je me suis dit, ben voilà, ok, go, on fait un film. Je veux retrouver du plaisir. Mais je l'ai monté en 2 mois, quoi. C'est-à-dire, j'ai appelé mes potes et j'ai dit, voilà, les gars, je veux tous vous réunir de nouveau. Ça s'est pas super bien passé la dernière fois. Enfin, en tout cas, particulièrement pour moi, je pense. Et voilà, c'est important pour moi de vous avoir tous. Et on va essayer de faire le meilleur truc possible dans le laps de temps qu'on a, le temps qui nous est imparti, les moyens inexistants comme d'hab. Mais voilà, je viens avec une petite équipe et on tourne. Et j'ai dit, et tout de suite, donc je savais que j'ai réfléchi et je me suis dit, je veux Eric pour le rôle principal parce que c'est déjà un mec qui mérite. C'est un bosseur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui se plie en 4. Il m'a tellement aidé sur mes films, il me ramène des gens, il est investi, il est à l'heure. Tu vois, enfin, beaucoup de qualités qui sont fondamentales et essentielles surtout quand tu fais du cinéma comme ça. Et voilà, donc ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir le mettre au centre d'un projet. Et je savais aussi qu'il allait m'aider sur le casting. Et c'est lui qui a fait, ça a été mon directeur de casting. Et je lui ai dit, Eric, tu sais que notre force, c'est des milieux que nous, on a accès à ces milieux et c'est fort, quoi. Il y a un potentiel ciné énorme. Oui, le background des personnages, ça aide leur interprétation et ça aide le film, ça porte le film, ça transpire le réel dans les dialogues, dans la façon de se mouvoir, dans tout, quoi. Et je pense qu'effectivement, le fait que ce soit des non-professionnels et que tu les cherches on va pas dire les bas-fonds, mais je veux dire dans une frange de la population qui est un peu marginalisée, c'est vraiment des choses très intéressantes à l'écran, quoi. Oui, puis je veux dire, personne pourra te dire c'est pas cinématographique. C'est-à-dire quand tu vois des gueules, tu vois, et en plus c'est important, comme avec Dumont, c'est important de mettre des gens qui sont un peu, tu sais, où tu lis le vécu, la dureté, tu vois, on est tellement, moi, tu sais, rien que l'idée de mettre du fond de teint, tu vois, même quand j'ai des vrais acteurs, ça m'exaspère. Tu vois, Ouais. C'est-à-dire que je veux voir la peau, et en fait, on vit la majeure partie des gens vivent tellement dans une société très aseptisée, très dans l'apparence, qu'en fait, tu les ramènes à une espèce de réel en utilisant des gens où tu lis, qui sont dans la dureté, qui physiquement ils sont marqués. Tu vois, ça provoque tout de suite quelque chose. C'est une matière. Enfin, de toute façon, c'est ça, c'est la matière, quoi. C'est-à-dire le cinéma revient à la matière. Tu vois. Il est très brut en fait, et en même temps c'est très rafraîchissant de voir des personnages comme ça, parce que c'est vrai que tu vois plus ça. Non mais c'est vrai, tu as raison, c'est tellement aseptisé, mais juste, et qui plus est dans le cinéma de genre, où on n'a plus des gueules. Avant on parlait effectivement de Julien, ce sont des gueules de cinéma, et tu vois plus ça, parce que vous connaissez vraiment des acteurs, des têtes d'affiche qui sont des gueules, il y en a plus, et donc du coup quand tu vois des personnages comme cela, c'est vrai que c'est chouette, quoi. C'est hyper rafraîchissant. Mais il faut comprendre que c'est la réalité de l'économie, de l'industrie. Tu as une réalité. Moi, je peux te dire, quand j'ai fait les foulards noirs que tu as vus, enfin les Seulement Sam, qu'on a fait pour financer le film, j'avais un producteur, ça s'est pété la gueule, on a remonté ça pour re-signer, et j'avais rencontré pas mal de producteurs. J'avais même rencontré le directeur de développement du GC, parce que Toufik avait le vent en poupe, il avait fait il était premier rôle de Né quelque part, qui était un film avec Jamel. Enfin voilà, il était passé d'un coup, voilà. Il joue aussi dans Colline. Oui. En fait, je l'ai rencontré dans Colline et on est restés amis. Et donc, c'est un mec qui a une carrière, tu vois, importante et que d'ailleurs, je n'ai jamais rémunéré de tous les films qu'on a fait ensemble. C'est devenu une blague. Et donc, bref, et je me souviens tous, hein, c'était parce que moi je trouve ce petit cours marche bien, tu vois, pour vendre, il est vraiment Seulement Sam. Ouais. Moi j'ai vraiment, ça m'a mis l'eau à la bouche, quoi. Ouais, ça donne et le envie, dernier quoi. plan, il est magnifique. Enfin, Ouais. il me donne, enfin, j'ai envie de voir la suite, quoi. Est-ce que alors question un peu bateau, mais est-ce que tu as été un peu est-ce que Michael Mann pour ce film-là a été une inspiration, parce qu'à un moment donné il y avait je sais pas, dans la fluidité de la caméra il y avait quelque chose qui me disait ouais, ça me rappelait le cinéma de Michael Mann. Donc quand il fait Hit ou ce genre de choses, il y avait je sentais un peu ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup le cinéma américain des années 90. Moi, je pense qu'on a le même âge, donc on a baigné un peu de toute façon dans les années 80, enfin le nouvel Hollywood et puis le cinéma américain des années 90 qui a été beaucoup plus important pour quand t'es. Enfin, je pense quand t'es un mec ado, enfin voilà, la production nous amenait plus à voir ces films-là, dont Hit, c'est quoi, 96, non, c'est ça? Ouais, je crois 95, 96, ouais, un truc comme ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Michael Mann, et notamment
parce que c'est quelqu'un. Déjà, il expérimente. Tu vois, je veux dire, c'est un mec qui techniquement est toujours dans des expérimentations. Ça a été le premier avec les caméras HD à tourner en HD, tu vois, à se mettre dans des situations difficiles. Et moi, mon cinéma, je l'estime un peu expérimental. Donc, j'aime beaucoup cette approche-là. Et aussi, notamment, il faut savoir qu'il provoque des situations qu'il va filmer. C'est-à-dire que, notamment dans Miami Vice, il les a mis sur un bateau, il leur a donné une mission et genre, eux, ils essayaient de suivre un plan et il était là, il capte ça, il utilise des caméras numériques pour tourner en lumière naturelle, en poussant. Tu sais, c'est souvent un peu, ça travaille beaucoup, il y a du bruit, tu vois, dans l'image parce qu'il adore travailler, pousser. Ouais, il les joue sur le caméras grain à fond. Ouais. Et donc ça, j'aime beaucoup. Moi, c'est un peu, j'aime bien faire ça aussi. Je ne sais pas, enfin en tout cas ça n'a pas été une référence, je veux dire, où j'ai regardé, j'ai cherché quoi. Je connais son cinéma, je l'aime beaucoup, mais si c'est une influence, c'en est une, je veux dire dans l'absolu quoi, mais je l'avais pas spécifiquement regardé Man. D'ailleurs en fait on aurait même pu commencer par là. Ton amour du cinéma en fait, quand tu commences à faire des films, t'as fait une école, tu t'es formé comment? Ouais. Ben en fait voilà, donc comme je vous le dis, moi j'ai arrêté l'école tôt. J'ai pas de bac, j'ai pas de brevet. Maintenant j'enseigne. Heureusement, j'ai rattrapé le retard. En fait, j'ai fait du graffiti. Et c'est un peu le truc qui m'a sauvé. Moi, j'avais toujours un peu un coup de crayon. J'étais un peu dans des trucs. Enfin, voilà, j'avais quelque chose, un petit truc. Et voilà, j'ai découvert le graffiti alors que j'errais complètement, quoi. J'étais déscolarisé. Enfin voilà, donc c'est un truc qui peut être dangereux quand t'es ado. Et en fait, le graffiti a canalisé énormément de choses, quoi. Je pense que j'ai canalisé beaucoup de violence, beaucoup de choses là-dedans. J'ai rencontré des gens. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes aussi, parce qu'on faisait du graffiti très, illégal. Et en fait, c'est via le graffiti que j'ai commencé à filmer. Parce qu'il y avait des cassettes VHS à l'époque, tu vois, de mecs à New York, à Paris. Et on disait, bon, bah, faut qu'on filme ce qu'on fait nous aussi, quoi. Et donc, j'ai pris la caméra analogique de mon père, la HI8, et j'ai commencé à filmer. Et tout de suite, il y a une espèce de, je sais pas comment te dire, un confort, quoi. Tu vois, un truc j'étais à l'aise avec ce machin, tu vois, pour me placer, pour le positionner dans l'espace, tu vois, c'est vraiment, c'est un truc, j'avais une facilité avec la caméra, quoi, de vision, je veux dire. Et en fait, assez rapidement, j'ai compris que j'allais arrêter le graffiti et que j'allais essayer de faire des films, quoi. C'est marrant quand même comme port d'entrée. Ouais. Tiens, c'est quand même surprenant, mais c'est cool. Mais c'était franchement, c'est un mot un peu, mais ça a vraiment été une révélation. Et ce qui est fou, parce que j'étais complètement, complètement déscolarisé, tout ça, et je me suis dit, bon, ben voilà, ma place dans la société, on en revient à ça, c'est celle-là. Dans le cinéma. Et voilà, on se retrouve 20 ans plus tard, je suis marginal dans le monde du cinéma. c'est assez étonnant, mais voilà, c'est venu de là, et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je veux apprendre sur le tas. Parce que je savais que c'était un métier qu'on pouvait apprendre sur le tas, mais on connaissait personne pour me prendre en stage, en truc. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais à Paris, j'ai regardé les écoles privées. Et parce que de toute façon, j'avais pas d'autre choix que de faire une école privée. Je pouvais pas tenter un concours. Et j'ai fait le CLCF pendant 3 ans. Donc j'ai suivi une formation de scénariste à distance ici avec l'Écart. J'ai travaillé, je me suis mis à bosser. J'ai bossé dans la sécurité. Et je suivais une formation de scénariste à distance. Je suis rentré au CLCF et j'ai un diplôme d'assistant réalisateur. Voilà. Mais ils t'ont pris sans diplôme. Enfin non, c'est une école privée, donc du coup tu privée, payes et tu peux. Tu passes un entretien, voilà, où à l'oral tu t'exprimes, tu fais il y a des petits tests. Oui, voilà, ouais. Ça reste tout à fait accessible quand t'es un peu, quand tu réfléchis un peu, il y a pas de problème. Et c'est vrai, donc tu parles donc effectivement toujours trouver sa place dans la société. Tous tes personnages, donc, c'est un peu des anti-héros. Et ils sont tous, en fait, il y a des thématiques quand même chez toi. Il y a quand même la thématique qui revient constamment, c'est la thématique de la trahison. Ils trahissent toujours. Il y a toujours des personnages qui sont trahis. Pour faire sa place, il faut trahir l'autre. Tu vois, c'est vrai, non, mais tu vois, c'est un peu surprenant. C'est ce que la lecture qu'on en faisait. Et du coup, je m'interrogeais là-dessus. Bon, peut-être que d'une certaine manière, tu as un peu répondu à la question, mais
trouver sa place, est-ce que c'est des fois être dans le conflit avec la société ou avec l'autre, et ça justifie, tu vois, ces petites trahisons. Ça reste toujours, parce que c'est toujours des personnages qui sont issus un peu du petit banditisme, donc c'est toujours avec des deals de drogue, dont, ben, voilà, pour survivre, tu dois trahir l'autre, pour se faire un peu d'argent, tu trahis l'autre. C'est assez marrant comme thématique, tu vois. Enfin, qui revient. En fait, je pense, effectivement, c'est le cas, et c'est en fait, donc, quand t'es dans ce monde-là, un peu, voilà, comme moi, je l'ai fréquenté, il y a je me souviens une fois d'un mec qui m'a dit, tu sais, le milieu du shit, c'est quand même, c'est vraiment un milieu de pouilleux. Et c'est vrai, c'est-à-dire que, en fait, c'est illégal, donc en fait, tout est permis. Donc en fait, très rapidement, tu te retrouves, tu te fais entuber, tu vois des mecs se faire cartonner pour se faire voler ceci, cela, et c'est ça de toute façon. Le crime, c'est qu'en fait, voler des voleurs, c'est super, ils iront pas porter plainte, il y a pas de problème. Donc en fait, moi j'ai côtoyé cette violence. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué, en fait. Je parle beaucoup de violence dans mes films. J'ai ce truc que j'ai gardé une espèce de parano de la violence, tu vois, parce que cette violence de rue, elle est extrêmement dure, quoi. Elle est inique et elle est très brutale. Et je pense que c'est pour ça que je parle souvent de ça, parce que c'est des trucs qui ça m'a vraiment marqué. Et surtout que cette violence, donc dans tes films, elle est toujours présente, elle est omniprésente, mais elle est jamais graphique. En fait, tu montres pas la violence directement. Il y a pas, voilà, il y aura pas des geysers de sang, il y aura pas des tueries, ce genre de choses. Il y a de temps en temps, voilà, on se tire dessus parce que bon, effectivement, il y a une violence qui est inhérente au monde où ils vivent. Mais il y a pas le côté un peu, voilà, putassier, tu vois, de dire voilà, je vais faire un film de gang où on se tire dessus. C'est pas Scarface. On n'est pas là-dedans, tu vois. Et ça, c'est plutôt aussi sympa. Enfin, sympa parce que on la ressent, cette violence, mais on n'a pas besoin de nous la montrer explicitement. Et pourtant, elle est toujours là, elle est omniprésente. Oui, puis elle explose. C'est-à-dire, je pense que il y a un truc très, oui, c'est très soudain, quoi, en fait. Et je pense que oui, parce que en fait, je la sublime pas parce que je l'aime pas, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de dire, voilà, c'est vraiment violent. C'est-à-dire la vie dans ces trucs-là, ça me semble être comme ça, et c'est dur, quoi. Ça jaillit de manière, c'est très soudain, et c'est pas très beau, quoi. Tu vois, enfin, je pense que c'est ça. Non, c'est clair. Mais c'est comme ça aussi que je l'ai ressenti. On sent que le réel, il montre de la violence, mais il aime pas. Et ces personnages la subissent. Comme toi, tu l'as fait subir aussi aux spectateurs. Je voulais parler, avant qu'on parle d'Un Soleil, d'un cours, donc un des cours que tu as fait, donc The Trap, il tournait, donc c'est un chapitrage où tu vois deux situations, en fait, deux points de vue différents pour la même situation, avec le voyou et le flic. Et si je parle de ce cours, déjà qui m'a beaucoup plu, en plus tu as intégré une scène de course-poursuite en bagnole. Franchement, c'était plutôt cool. Non, mais elle est T'as vraiment... bloqué l'autoroute ou comment t'as fait en mode guérilla? Comment tu fais? Non, tu pas bloqué. La séquence est plutôt cool, mais surtout, en fait, ce qui m'a frappé, c'est la fin. La fin, donc tu as un personnage, bon, je vais pas spoiler pour ceux qui veulent le voir, mais tu as un personnage donc qui braque son flingue vers la caméra. Donc, soit par le principe du montage, on pourrait penser qu'il tire sur un autre personnage membre de sa famille, qui est juste avant. Oui, c'est pas faux. Ouais. Ou alors, il tire vers nous, spectateurs, sur notre jugement. Parce que, en fait, tout le film, c'est que, voilà, sans spoiler, tu as un flic, tu as un voyou. Eux-mêmes avancent et c'est entrecoupé de séquences de la vie du quotidien où ils sont avec leurs enfants. Faux flic. Mais quand nous, on le voit, c'est un flic. Voilà, c'est un flic. Donc nous, on est là, on est dans le rapport d'une certaine moralité, ce qui est juste, ce qui est pas juste. Et puis à la fin, quand on voit ça, on se dit, est-ce que nous, parce qu'effectivement, t'as raison, c'est un faux flic, mais à ce moment-là, on est encore dans ce regard un peu accusateur et moraliste en se disant, putain, tous corrompus, tous pourris. Ouais. Et c'est comme s'ils nous tiraient dessus, ils nous disaient, mais les gars, moi, je tire sur votre morale et sur, enfin, je sais pas comment tu expliques en fait ce dernier plan. Alors, faut comprendre un truc, c'est que, bon, sans passer, voilà, les histoires de production, parce que c'est encore un film, moi, tous mes films ont eu je trouve, une carrière compliquée. Ils ont pas eu la carrière qu'ils mériteraient, enfin, je pense que The Trap méritait beaucoup plus. Et on a fait, il est vraiment abouti, celui-là. On a fait 2 festivals, enfin, bon, on a fait c'était Interfilm à Berlin, c'était un gros festival, mais on était hors compétition parce que c'était trop expérimental en fait, tu vois, c'est-à-dire que on savait pas où caser ce film, tu vois, ça reste un objet un peu marginal. Et c'est surprenant parce que justement quand moi je vois ce film, je me dis les courts-métrages, justement le but c'est quand tu as un concept fort sur un court-métrage pour qu'il soit un peu vendeur. En plus toi tu joues sur un twist final. Bah, c'est justement quand tu fais un cours, c'est ce vers quoi on tend, on se dit que voilà, dans le temps qui nous a imparti,
faut qu'on y aille à fond, faut qu'on ait un concept, faut qu'on ait un coup de... Et là, t'as tout. Pour moi, toutes les cases étaient cochées, quoi. Ouais. C'est dingue. Oui, mais c'est pas du tout une forme classique. C'est-à-dire, c'est une forme qui est, moi, mon objet, en fait, j'étais en développement. Tu sais, moi, j'ai une carrière dans la pub et le clip. Pendant longtemps, et j'étais en développement dans une boîte de production qui s'appelle Vanda, qui est une très grosse boîte de prod de pub et de clips parisienne. Et j'avais fait beaucoup de pubs, mais j'avais jamais trop fait de clips. Et je me disais, j'ai un truc à jouer. Moi, déjà, j'étais un réalisateur de pub plutôt dans ce qu'on appelle la comédie, c'est-à-dire la petite histoire, quoi. J'étais pas un mec de concept, de machin. Moi, je sais raconter une histoire en fait avec des plans. Et je me dis, le clip un peu narratif revenait vachement à la mode, notamment avec The Choose. Vous avez vu ce film avec Jake Gyllenhaal, Daniel Wolf. Enfin, il y en a eu plein. Agéroras, Gavras, notamment. Le long clip très narratif revenait. Et je me suis dit, moi, j'ai un truc à jouer là-dedans. Et en fait, je suis parti tourner. Je voulais partir avec un 5D tout seul ici à Strasbourg. Filmer mes potes, trouver un truc. Et il faut lui rendre le chef op que j'avais, qui est Benjamin Roux, qui m'a suivi sur beaucoup de films. En fait, c'était un des assistants caméra sur Colline. Et je tournais pas mal à l'époque des pubs et tout, et j'avais besoin d'un mec à l'image pour un petit truc, et je l'avais appelé, mais il était assistant caméra. De toute façon, tous les chefs op passent par de l'assistant à la caméra. Et je lui avais dit, tu connais pas quelqu'un qui a envie de venir faire l'image avec moi? On faisait des pubs pour les JO de 2012. Et il m'a dit, mais moi, je te le fais, je peux le faire, machin. Je dis, super, vas-y, viens, avec plaisir, voilà. Et donc, on s'est mis d'un coup à tourner pas mal ensemble. Et donc, je lui avais dit, j'ai envie de partir faire un truc. Et il m'avait dit, non, mais moi, je viens et je te fais l'image du film. Je fais, si tu veux. Et il a appelé un pote à nous qui est assistant caméra, qui m'a toujours aidé sur tous mes films. Un excellent assistant caméra qui a bossé pour Malik, enfin... un mec vraiment génial qui a tout plaqué, s'est reconverti dans le pinard, mais qui avait une belle carrière, un mec génial. C'est Coppola en fait le gars, quoi. C'est comme Francis Ford Coppola qui lâche tout pour faire du pinard. Oui, c'est vrai, ils ont tout compris, quoi. Coppola a dit quand même que grâce à ça, parce qu'il a perdu beaucoup d'argent avec le cinéma, le vin lui a permis quand même maintenant de mettre sa famille à l'abri. Enfin, il a quand même été malin. Et donc ils me disent on y va, et on était allé voir. Il était allé voir Panavision, parce qu'en fait, Ben est d'une famille de chefs op, donc ils ont des optiques en location chez Panavision, enfin, ils ont investi dans des optiques, machin. Et tu sais, le cinéma, c'est un des derniers endroits, enfin, je sais pas, où en fait, tu peux tout négocier et tu peux faire travailler bénévolement plein de gens, quoi. C'est un des derniers, enfin, je sais pas, peut-être que c'est un peu limitant ce que je dis, mais tu peux aller voir quelqu'un et le convaincre de te suivre sur un truc gratuitement, un pro, tu vois, n'importe qui, un acteur, voilà, parce qu'il a envie de participer avec toi à quelque chose, il a envie de fabriquer. Donc ça, c'est génial. Et donc, on était voir Panavision, parce qu'il connaît le mec, et Panavision m'avait déjà aidé sur Colline des années avant. Et je me souviens, Alexis Petkovchek, je salue. On était allé le voir et je crois qu'on avait mangé avec lui. Je sais plus, on avait déjeuné et on a dit on n'a rien, tu vois. Et il a dit. Et il a dit je vous appelle pour voir ce qui est dispo, parce qu'en fait vu qu'ils ont tout le temps du matériel, autant ils sortent jamais tout. Donc en fait toi t'as une période pour faire ton cours, ils te disent il reste telle caméra, si vous voulez celle-là je peux vous la sortir, et même si c'est un petit prix, au moins ils sortent le matos, ça sert, ça fait des potentiels clients, tout ça. Et je me souviens que la Alexa, je sais pas si vous y connaissez en caméra, pas trop. Bon, il y a 2 caméras prédominantes dans la production, c'est la Alexa de Arriflex et la Red. La Red qui est au départ plus positionnée moitié grand public, moitié professionnel, qui maintenant s'est beaucoup professionnalisé, qui produisent des très bonnes caméras. Alexa Arriflex, c'est vraiment un niveau, ça coûte plus cher, c'est une superbe caméra. Et ça venait de sortir, enfin je sais pas, ça avait 1 an ou 2 ans, et c'est genre la caméra. Et je me souviens qu'il nous a dit il nous donnera ce qu'il peut. Et Ben m'avait appelé, il m'a dit écoute Étienne, on a une Alexa, il reste une Alexa, il nous laisse la Alexa, tu vois. Et il faut une bonne série d'optiques, parce que la caméra c'est secondaire. Les optiques pour l'image sont plus importantes que le corps caméra. Et on avait eu une série, je crois que c'était les Ice Geo, enfin un truc vintage mais qui marquait de la gueule, quoi. Et je me souviens que je lui ai dit mais tu lui as dit qu'on lui donnait combien, tu vois, parce qu'on va quand même devoir payer comme des, tu vois, mais on s'est dit on va payer tous les deux, tu vois, parce que lui il faisait sa bande démo de chef op en fait, quoi. Et je me souviens le gars Alexis avait dit
vous me donnerez ce que vous pouvez. Et donc, en gros, c'était super cool, quoi. Et on a pris la caméra de pendant 4 jours. Et on lui a donné 500 €, je crois, à la fin. On s'est cotisé, on a donné 500 €. Et en fait, on était 3. C'est-à-dire qu'il y avait moi, Ben, Alexis, il s'appelle aussi Alexis, l'assistant caméra. Et on était 3. On a scotché, parce qu'il n'y a pas le son sur les caméras. Donc, on a scotché un zoom avec un petit micro on clapait tout à la main. C'était une catastrophe. J'ai passé genre des jours à synchroniser les sons. C'était calamiteux. Et on était 3. Et cette course-poursuite, on l'a fait à 3. Putain. Et on a placé genre 3 potes pour vérifier, pour être sûr que les issues qu'il y avait, tu vois, le jour de la course poursuite, qu'on n'allait pas faire un accident. On a repéré un super endroit. C'est un super endroit ce qu'on avait repéré. C'est une bretelle, truc abandonné qui sort de l'autoroute. Il y a un mec qui est venu avec une décapotable, un pote à Eric. Et on a fait les plans sur l'autoroute avec la décapotable ou dans les voitures. Et on a tourné une journée comme ça. Alors c'est d'autant plus impressionnant du coup quand tu sais ça maintenant, parce que non, c'est vachement bien réussi. Et du coup, je me posais la question, c'est sur ce cours, parce que la musique est omniprésente. Enfin aussi, tu m'avais demandé au départ. Oui, oui, tu m'as pas répondu. Non, c'est pour en arriver en fait que ce film, ça a changé moi ma mise en scène. Je me suis mis à utiliser la courte focale parce que Ben et moi on aimait beaucoup Terrence Malick et il m'avait dit, tu sais, il faut qu'on utilise, parce qu'on avait utilisé beaucoup de longues focales sur les pubs qu'on faisait. Mais en fait, c'est une facilité de mise en scène. Parce que dès que tu as une focale moyenne ou moyenne longue, tu floutes. Ça, tu sais, c'est tout de suite flatteur, en fait. Alors qu'une courte focale, tu es obligé de mettre en scène. Si tu me mets pas en scène, c'est bon, t'es puni tout de suite, ça fonctionne pas, quoi. Donc là, et je lui avais dit, ah ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps quand même que je tournais. J'avais quand même déjà, fait Colline, j'avais fait pas mal j'avais fait beaucoup de pubs, des dizaines de pubs, des instits. Enfin, voilà, j'étais parti. Moi, j'ai fait 3 docs en Afrique. Tu vois, j'ai quand même fait quelques trucs. Et je fais, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, la façon dont on a utilisé notre courte focale, tu vois, on est vachement proche des personnes. Et cette proximité, en fait, ça a bouleversé vraiment ma façon de mettre en scène. Et j'ai beaucoup improvisé parce que je savais que ça allait être musical. Donc en fait, on a inventé plein de choses. On n'a pas pu tourner plein de trucs et on a tourné plein de trucs supplémentaires, quoi. Juste du beau plan, aller chercher des émotions. On a eu des idées. Et en fait, à la fin, tu te retrouves quand tu écris sur le tournage. En gros, tu as 3 grandes phases d'écriture. Hein. C'est le scénario, le tournage et le montage. C'est vraiment des phases d'écriture essentielles, cruciales pour la fabrication d'un film. Mais quand tu écris beaucoup au tournage, c'est-à-dire quand tu vas improviser beaucoup au tournage, ça veut dire que tu t'infliges de l'écriture au montage, parce que tu vas te retrouver avec beaucoup de matériaux. Sachant que tu montes aussi toi-même, ou du moins tu participes. The Trap, je l'ai monté. J'ai monté moi-même beaucoup de mes films. Et notamment, je fais la petite parenthèse, mais Dernier Soleil, c'est le monteur de Bruno Dumont, Basile Belkiré, avec qui j'ai collaboré. Okay. Ça, on pourra y revenir après. Et en fait, donc je me suis retrouvé avec ce matos. Et en fait, cette fin s'est décidée vraiment au montage. J'avais 2 fins différentes. Une qui était beaucoup plus vague, où on voyait Julien s'effacer dans le flou. Et j'avais cette fin-là. Mais effectivement, j'étais pas trop sûr parce que je me disais, mais ouais, est-ce que ça, tu vois, est-ce qu'on comprend quelque chose? Est-ce que ça, tu vois, moi, je l'ai pas réfléchi. C'est marrant ce que tu dis parce que je l'ai pas réfléchi comme ça. Par contre, pour moi, ça voulait dire la violence va se perpétrer. C'est-à-dire que ce mec va aller se venger, ça va se perpétrer. Et bien entendu, il y a cette vision avec les enfants où c'est finalement eux qui morflent de cette violence, quoi. Voilà, moi, c'était plus ça. Après, tu vois, bêtement, je me suis dit, bon, ça fait partie aussi de la convention de genre, aussi du polar, ou à l'origine du western, où à un moment donné, t'as ce plan, c'est où le gars tire face caméra. Donc je me suis dit, bon, allez, on va prendre la solution de facilité. S'il n'y a pas de véritablement d'explication, c'est une convention du polar, quoi. Je me suis pas, honnêtement, j'intellectualise pas trop. Okay. Ce qui est d'ailleurs un de mes défauts, hein. Je me suis amélioré, mais voilà, comme je t'ai dit, il y a un truc, je suis frappé par des visions. C'est-à-dire que je supporte, je vois un truc, quand j'écris, moi, je vois des choses, tu vois, et je sais que c'est ça. J'explique pas. Tu te projettes, quoi. Ouais, mais je suis pas, normalement, il faut pouvoir analyser, dire voilà, on parle de telle chose, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre ça pour pouvoir aborder ce terme. Enfin, tu construis. Moi, c'est vraiment, j'ai un truc hyper intuitif et je pense que j'ai ce rapport aux images quand je tourne. Et c'est ce que disent souvent les cinéastes, ils disent, écoutez, c'est pas mon boulot d'intellectualiser, d'analyser le film, c'est à vous, les critiques, les journalistes, donc faites votre boulot. Il y en a plein qui se dédouanent comme ça. Tu vois. Oui, après, forcément, quand tu travailles ça, que t'explores vraiment ton art, hein, enfin, ton artisanat,
tu t'es obligé à un moment d'être dans un rapport de compréhension, tu vois, quelle est... Surtout que toi, en fait, quand on prend l'ensemble de tes films, les courts ou les longs, il y a une œuvre, en fait, t'es en train de créer une œuvre, puisqu'il y a des thématiques quand même qui se répondent, en fait, qui sont omniprésentes. J'espère. Donc oui, donc c'est vraiment, là pour le coup, t'es un auteur, véritablement, au-delà même de côté pratique où tu écris, tu mets en scène et tu montes tes films. Enfin, tu es aussi en train de créer une œuvre qui est identifiée maintenant, identifiable pour ceux qui les ont vus. Ouais, on va pas se mentir, moi avant Dernier Soleil, effectivement, je connaissais pas oui, ton mais travail c'est normal. forcément, et après avoir vu Dernier Soleil, quand j'ai vu donc les films dont tu nous as parlé, je vois l'évolution, mais je vois surtout en fait toutes les thématiques qui reviennent, et c'est super intéressant. Par contre, il y a un truc qui est un peu troublant, c'est les personnages féminins. Donc dans Colline, il y a un personnage d'Aurore, Ouais. et qui est d'ailleurs pour le coup, mais c'est ça qui m'avait marqué, parce que alors c'est pas une critique quand je dis ça, mais Non, Aurore, mais c'était le personnage que je trouvais le mieux écrit dans Colline. Mm. Et du coup, j'étais surpris de me dire merde, il y a pas d'autres personnages féminins par la suite, alors que le personnage était hyper intéressant. Et ok, on est dans un milieu plutôt masculin, très très viril, parce que voilà, faut imposer sa virilité pour faire sa place dans cette société. Mais je trouvais ça un peu troublant de se dire, il y a très peu de personnages féminins en fait. C'est vrai. Et moi, j'aime beaucoup. Je me souviens quand j'ai écrit Colline, je tachais beaucoup d'importance à ce personnage féminin. Je voulais vraiment un personnage fort. Et là, pour le coup, j'en discutais pas mal avec un copain qui est très cinéphile. Et on parlait beaucoup de The Yard. Il me disait, ouais, le personnage féminin de The Yard, il est un peu, elle parle pas trop, mais c'est hyper fort, quoi. Charlize Theron, je crois. Ouais, c'est Charlize Theron. Et je me souviens j'avais vraiment cherché. Et pour moi, le personnage féminin est très important, mais le hasard un peu de la vie et des films qui ont suivi, en fait, j'ai eu moins cette possibilité. C'est-à-dire sur Dernier Soleil, effectivement, c'était une histoire de mec. Et j'en parlais avec un ami réal là, il y a pas longtemps. Je pense que en tout cas, je développe j'aimerais faire un film avec un personnage féminin principal. Ok. Et voilà, donc c'est important pour moi, même si effectivement mon cinéma est plus au départ, voilà, c'est plus quand même un truc masculin, quoi. Alors que les enfants, eux, apparaissent. Tu vois, de plus en plus, alors c'est parce que peut-être c'est pas tes papas, alors j'imagine, tu vois, c'est peut-être pour ça, mais les enfants sont de plus en plus présents. Enfin, ils ont pas forcément des rôles, mais ils ont un impact en fait sur l'évolution des personnages, sur le pourquoi ils font les choses. Dans Dernier Soleil, son rôle est plus que déterminant, parce que c'est autour de lui que tout que tout s'articule. Mais on voit en fait à travers l'évolution de tes films la place que prend l'enfant. En fait. Tout à fait, et c'est ça je sais pas, parce que enfin voilà, moi j'étais papa un peu tardivement, mais je sais pas, j'ai toujours adoré les enfants, tu vois, j'aime bien les enfants, j'ai toujours aimé les enfants de mes potes, enfin, ou tu vois, de ma famille ou quoi. Et il y a un truc, je sais pas, quand tu vas voler des images, en fait, l'enfant, c'est quand même c'est merveilleux, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement naturel, ça se pose tellement pas de questions, tu vois, tu peux provoquer des choses, tu peux les piéger, pas dans un sens négatif, mais tu vois, tu peux les amener, provoquer des situations, et c'est beau, quoi. Et donc je pense j'affectionne ça particulièrement, ouais, parce que ça donne tout de suite quelque chose de beau, les enfants. Et ton rapport à la musique, Mathieu voulait en parler tout à l'heure, la musique est omniprésente dans tes films, parfois très... Dans The Trap, c'est marrant parce que ouais. c'est particulier, mais en même temps, je me posais la question si c'était du coup aussi un besoin technique, parce qu'avant, quand tu nous parlais, c'est que tu avais, par exemple, pour capter le son, c'était fixé à la caméra. Est-ce qu'à un moment donné, la musique est aussi omniprésente, voire très forte, soit pour justement pour pallier en fait des problèmes techniques que tu aurais pu avoir pour capter certains sons, ou alors parce qu'il couvre aussi beaucoup de dialogues. Donc du coup, je me disais, est-ce que tu avais des problèmes au niveau des dialogues, de l'interprétation, et tu couvrais ça, ou c'était pour créer un imaginaire en fait, pour créer quelque chose de... Tu parles de The Trap là ? Oui, The Trap, pardon. C'est très étonnant l'histoire de The Trap. C'est qu'en fait, donc quand je suis parti, j'ai dit à Vanda, la boîte de prod, voilà, moi je vais faire un truc, faut que j'y aille cet été. Tu vois, il y a aussi un truc de, si tu te rentres dans un machin, on va plus le produire. En fait, tu n'en finis pas. Enfin, moi, ça me perturbe, tu vois. Je me dis, allez hop. Faut aller dans l'action, quoi. Faut prendre la caméra en main, et voilà. Puis. Il y a une dynamique aussi, en fait, malheureusement, et on pourra y revenir, mais dans le cinéma, quand moi des projets, bon là, je l'ai récupéré pour Dernier Soleil, mais c'était le scénario des Foulards Noirs. J'ai récupéré des bouts. Tu te passes 5 ans. Tu fais 2 producteurs, tu rencontres des acteurs,
tu fais 14 000 dossiers, puis au bout de 5 ans, tu mets ton scénario dans un tiroir. Tu es plus, en fait, tu changes, t'es plus la même personne. J'étais pas la même personne il y a 6 mois, et dans 6 mois, je serai une autre personne. Et ça se lie, en fait, dans ce que t'écris, dans ce que tu fais, tu vois. Donc, c'est dur de passer des années là-dessus. Donc, voilà, la dynamique, elle est importante. Et en fait, The Trap, je n'avais pas de musique. Donc, en fait, j'ai fait ce film sans musique. Et après, j'ai fait un premier montage. Je l'ai montré à mes producteurs et qui ont trouvé ça génial. Ils m'ont dit c'est vrai, mais comment tu fais? Tu sais quoi? C'est plus les producteurs de pub qui reconnaissent ma capacité à créer de la bonne facture avec rien que les gens du cinéma. Et eux, ils étaient toujours impressionnés. Ils me disaient mais comment tu fais? Parce qu'ils ont l'habitude avec le clip. Parce que le clip, il y a pas beaucoup de thunes. Même quand t'as 30 000 balles, c'est rien parce que t'as de l'ambition. C'est des films qui durent plusieurs minutes. Donc ça paraît gros, mais c'est rien en fait. Et donc ils sont habitués à devoir bricoler quoi. Donc en fait eux ils ont toujours été vachement, ils ont reconnu quoi en tout cas cette capacité à s'adapter, à faire quelque chose avec rien. Et donc ils trouvent ça super et tout. Ok, on va démarcher les labels de musique, on va trouver quelqu'un. Parce que moi je voulais que ce soit un clip à tout prix, parce que je voulais que ça m'aide à faire d'autres clips. Et en fait on a passé des mois à toquer aux portes. On a eu une réponse positive d'un groupe d'électro un peu connu. Et il y a eu une espèce d'embrouille entre le manager, eux, ils n'avaient pas compris que c'était une compo, ils pensaient que je voulais récupérer un titre, en fait eux ils voulaient composer, enfin bref, ils étaient un peu perchés les mecs, super sympas mais un peu perchés, et en fait ça ne s'est jamais fait. La productrice chez Vandal m'a dit écoute, on a un peu essoré le carnet d'adresses, je sais pas quoi faire. Je suis allé voir des amis, des Strasbourgeois, des amis à moi, Outlines, je leur ai proposé. Ils ont trouvé ça génial. On était chez eux, je sais plus, chez Sony ou je sais plus quoi. Ça ne s'est pas fait. Enfin, ça a été très dur. Et au bout d'un moment, j'étais dépité. J'ai quand même mis deux ans à le post-produire, ce film, facile. Et j'ai appelé un pote à moi qui fait de la musique. Et je lui ai dit, écoute, voilà, il est réalisateur aussi. Donc, je lui ai dit, écoute, voilà le truc, j'ai besoin que tu m'aides. Tu connais des gens. Et en fait, il était en résidence à Rennes, je sais plus où. Il mettait en scène une pièce de théâtre, je sais pas quoi. Et il me dit, ici, il développe des artistes. Tu vois, il y a des producteurs intéressants. Et en fait, il m'a trouvé cette nana, Pris Wayland, qui, je pense, n'a pas vraiment fait de carrière finalement derrière. Et qui, elle, a toujours en plus eu un désir de mettre sa musique sur des images parce qu'elle avait un univers très dans l'imaginaire, tu vois, enfin, qui provoquait beaucoup d'images, quoi. Et voilà, et donc il m'a dit tiens, prends ces sons, essaye de voir ce que ça donne. Et je me souviens, j'ai collé les sons et je lui ai renvoyé. Et je me rappelle ce qu'il parle, il est canadien, donc il parle avec un accent anglais. Et il m'a dit Étienne, je crois que tu as trouvé ton film a trouvé sa maison. Il m'a dit un truc comme ça, tu vois, un truc comme ça un peu chelou. J'ai fait donc tu penses que ça marche et tout. Il m'a dit ouais, il m'a dit mec, c'est charmé, ça marche super bien tout ça. Et j'ai vu que cet aspect, le contrepoint, qui en fait, moi, ça revient beaucoup dans ce que je fais, c'est-à-dire la douceur et la violence, en fait, tu vois, et de faire cohabiter ces deux choses. Et c'est ce que tu disais quand tu parlais du visuel. Moi, ce qui m'intéresse dans Dernier Soleil, c'est d'avoir cette mise en scène qui est extrêmement propre, qui essaye d'être belle, qui essaye de rendre beau les gens, qui sublime un peu ces gueules-là, qui, eux, on est dans des décors difficiles, c'est un truc dur, c'est violent. Et donc, The Trap, ça aussi, ça a été un tournant. Et donc, c'est venu 1 an après la musique. Tu vois, moi, je l'ai tourné sans musique. Mais voilà, cette alliance de ces belles images, mais en même temps, ce contenu violent et cette musique qui vient là. Et effectivement, le son, le problème de The Trap, pour moi, j'ai pas réussi à avoir de monteur son. Donc, en fait, c'est un mec qui s'est débrouillé, qui m'a un peu mixé le truc, mais il s'est pas bruité. Et en fait, la poursuite, le gros défaut de la poursuite, si vous revoyez le film et que vous écoutez, c'est qu'en fait, le son, il est pas du tout à la hauteur, tu vois. Alors qu'on aurait vraiment pu rendre ça beaucoup plus le muscler vraiment avec du son. Donc, voilà pour la petite histoire. Et The Trap a été la rampe de lancement de Dernier Soleil. Non, pas vraiment parce que c'est le même univers, c'est les mêmes éléments que tu développes dans Dernier Soleil. Mais j'avais un projet qui s'appelait Les Foulards Noirs, donc on parlait avant. Tu sais, ça m'a plus en fait vraiment donné confiance. Tu vois, le film il a vachement plu. Okay. Ce qui est fou, c'est que Ben, donc qui était pas vraiment encore chef-op, qui avait bossé avec moi sur quelques projets de l'année, en venant m'aider, en fait, ça l'a complètement lancé. D'accord. C'est un chef-op reconnu qui fait des très gros trucs. Cool. Et ouais, mortel. Mais moi, alors par contre, c'est comme tous mes films, ce que je dis, quoi. Je comprends pas. Mais j'ai eu une reconnaissance d'estime, c'est-à-dire qu'il y a même des réals qui m'en reparlent, tu vois.
aujourd'hui, tu vois, pour me dire, putain, c'est génial, Bravo, c'est super, tu vois, il y a un espèce de truc d'estime, mais je veux dire, professionnellement, ça ne m'a rien rapporté parce qu'au final, avec la nana Pris Wayland, on s'est embrouillé parce qu'elle m'a dit, ouais, en fait, finalement, je veux pas le sortir comme clip pour mon album. Je lui ai dit, attends, c'était la condition, on en avait discuté. Moi, je veux que ce soit un clip, en fait. C'est pour m'aider dans, tu vois. Dans le développement. Et non, donc, en fait, on s'est pris le bec et donc je l'ai sorti comme un court. Tu vois, parce qu'on l'a plus sorti dans le cadre de son album. Donc, c'est devenu un court métrage, mais The Trap est un clip. Donc, en fait, si ça avait été un clip, tu penses qu'il aurait eu plus de visibilité, du coup? Bah, bien sûr. Je pense qu'il aurait, et surtout, il aurait touché ce que je cherchais à toucher. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était que ça me permette de faire du clip derrière, quoi. C'est de dire, regardez ce que je sais faire. Et donc voilà, et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a 2 morceaux, donc c'était vraiment un long film qui finalement permettait de présenter 2 morceaux. Du coup, en parlant de visibilité, j'enchaîne du coup pour Dernier Soleil, puisque donc tu as fait le choix. Alors, tu vas me dire si c'est véritablement un choix, mais qu'il soit diffusé sur les plateformes de VOD et non pas qu'il y ait une sortie en salle. Est-ce que si c'est le cas, c'est parce que tu penses que ce film-là est un film un peu fragile au milieu de toutes les sorties salles et qu'il aurait été noyé parce qu'il aurait fait une semaine peut-être à l'affiche et après on n'en aurait plus parlé, alors que là la possibilité d'être vu pendant des mois en VOD, pour toi c'est quand même plus intéressant quand tu fais des films comme les tiens? Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est dur, enfin je veux dire, faire un film sans distributeur en France, tu vois, je veux dire, après t'as peu de possibilités de le faire. Pour moi, hein, mon expérience, un film fait en dehors du système ne réintègre pas le système. C'est dur, mais c'est comme ça. On peut parler de quelques exceptions, mais c'est ça la règle. Donc, ce qui est bien avec la VOD et les plateformes, c'est que ça amène finalement une possibilité à des films d'exister, tu vois, des films peut-être plus justement plus autoproduits, plus libres, plus, tu vois. Donc je pense que c'est une bonne chose. Par contre, c'est vrai que la salle, c'est une expérience de cinéma, c'est comme ça. Moi, j'ai fait Dernier Soleil avec l'expérience que j'avais donc de mon premier film et je l'ai fait sans aucune attente. C'est-à-dire, je me suis préparé psychologiquement, je me suis dit, je le fais, c'est pour le faire, c'est pour le plaisir de le faire. S'il arrive des bonnes choses avec ce film, tant mieux. S'il arrive rien, c'est comme ça. Il y a pas, tu vois, je veux plus vivre la déception, tu vois, que j'avais vécu avec Colin, même avec mes autres films, voilà. Donc, je l'ai abordé comme ça, cool, quoi, en me disant, voilà, faut que je sois cool, quoi. Et de toute façon, comme je ne paye pas les gens, je n'ai pas de numéro de visa. Il faut savoir que visa d'exploitation. Il faut un visa d'exploitation. Ce visa, en fait, il est validé par le CNC parce que tu justifies un certain nombre de salaires qui te permettent d'avoir ce visa. Donc, tu peux l'avoir post-film, il n'y a pas de problème. Ils ont même un système qui est prévu pour les films où il n'y a pas d'argent, heureusement. Néanmoins, il faut quand même que tu payes un minimum. Et mon film, il coûte 10 000 balles. J'allais pas remettre 15 000 balles pour un numéro de visa. Donc, on les a pas. Donc, en fait, on savait avec Antonin, le prod qui m'a rejoint et qui m'a beaucoup aidé, que voilà, qu'on allait, on vous s'est dit, c'est les festivals, quoi. C'est un film tout mon entourage de cinéma, enfin, les personnes qui sont proches de moi dans ce monde, ont été assez unanimes pour dire c'est un film de festival. C'est-à-dire, en salle, ça va être compliqué. Moi, mes potes qui font de la distrib, ça, on dit, c'est chaud. Par contre, c'est clairement un objet de festival. Et on a pris le Covid dans la gueule, donc les festivals exit. Donc, on savait pas trop comment faire. On était un peu paumés parce qu'il y a quand même eu des festivals en ligne et je pense qu'on n'a pas été malin. On aurait peut-être dû le faire. Et finalement, avec Antonin, on s'est bougé. On a contacté les gens autour de nous. Et on s'est dit, bon, de toute façon, on va toquer aux portes des... On s'est dit, on passe, on tape le plus haut et on descend. Enfin, la stratégie classique, donc tout en haut, c'est Netflix. Donc on s'est dit, bon, sûrement ça n'arrivera jamais, clairement, parce qu'ils ont des grilles, voilà. Il faut savoir que maintenant, les grosses plateformes, Netflix, ne traitent pas en direct avec les producteurs et les réalisateurs. Ils ont des middlemen, des gens qui s'occupent de gérer des catalogues, qui sont des distributeurs, qui leur proposent des choses. Bien sûr, il y a des exceptions. Hein. Si t'es une star, si t'es un gros producteur, il n'y a pas de problème, je pense. Mais moi, je peux pas rentrer en contact avec Netflix. Il n'y a pas les contacts. Enfin, tu vois, il faudra que j'y passe des mois à toquer à la porte. Ça arrivera peut-être, mais ils ne traitent pas en direct. Donc, tu dois passer par des agrégateurs VOD. Ça s'appelle les distributeurs VOD. Ça s'appelle les agrégateurs. Ils agrègent sur les plateformes. Et on est passé par un contact à moi, qui est un vendeur, donc distributeur, mais plutôt dans la vente internationale,
qui est à Vienne maintenant, enfin bref, un pote qui nous a trouvé une boîte de un agrégateur VOD, mais qui est, je sais plus où, en Norvège ou en Suède. Donc on a contacté ces mecs, on est rentré en contact avec eux pour taper à la porte de Netflix parce qu'eux proposent des films à Netflix. Donc les mecs ont fait une réunion parce qu'ils font je sais pas, tous les 2 mois ils doivent faire des points. Et en fait, en gros, la ligne de Netflix qui achète beaucoup de films européens. Parce qu'ils sont implantés maintenant et ils doivent acheter forcément, ils doivent avoir dans leur catalogue des films des pays où ils sont. Ils ont dit oui, on achète plein de films français, mais par contre, il y a 2 conditions sine qua non. Si c'est un film qui est sorti au cinéma, il doit y avoir un certain nombre de téléspectateurs, de spectateurs et qui sont venus en salle. Donc je sais pas le chiffre, mais ça doit être un bon chiffre, je pense. Enfin voilà, des films qui ont eu un certain succès. Et sinon, en direct VOD, comme Dernier Soleil. Ces films-là, pas de problème, mais il faut du casting. Donc en gros, ils ont même pas montré le film. Ils m'ont dit on peut pas montrer le film puisque de toute manière ils ne veulent pas le voir quoi. Donc voilà. Donc en gros, on a dit ok d'accord et on a gratté en dessous et on avait du mal à identifier en France des agrégateurs VOD. On en a trouvé 2, dont My Digital Company et Antonin l'a appelé, a fini par la voir. Et il a passé du temps avec elle au téléphone et elle lui a dit ouais c'est compliqué, c'est dur, enfin genre elle l'a un peu sympa mais genre elle lui a dit voilà c'est difficile, Netflix n'y pensait pas, machin truc, et lui il a insisté, il a dit bah regardez le trailer quand même, et à l'époque on avait fait un trailer pour la campagne de crowdfunding, c'était pas le trailer de sortie, mais qui était quand même tout à fait correct quoi, c'est pas le même étalo, c'est machin, mais bon. Et la nana nous a répondu, nous a dit ah ouais ça a l'air vachement prometteur, j'ai envie de voir le film, envoyez-moi le film, et on a envoyé le film. Et on a passé, je sais pas, des mois en fait. Elle a plus jamais répondu. Et pour moi, c'était mort. Tu vois, je dis bon, bah, faut qu'on se bouge, faut qu'on trouve d'autres gens. Et il l'a rappelé, il lui faisait des mails, mais elle répondait jamais. Donc on s'est dit bon, bah, voilà, classique quoi. Ça lui a pas plu, c'est pas grave. Bon. Et en fait, il lui a refait, on a fait un point tous ensemble. Et il a dit bon, je vais la relancer de toute façon parce que voilà, elle m'a pas répondu, donc je veux qu'elle me réponde. Et après, on continue sur nos pistes. Ouais. Et en fait. Il a essayé de l'appeler, il l'a pas eu, il lui a fait un mail et elle a répondu au mail, elle a fait 3 lignes. Bonjour, je suis intéressé pour distribuer votre film. Nous pouvons viser une sortie pour juin. Je vous envoie un contrat dans 2 jours. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et là, quand tu as cette réponse-là, après toute cette attente, putain de soulagement quand même, non? Ouais. C'est génial. Non mais j'avais Antonin, j'ai failli chialer au téléphone. Moi j'ai tellement eu de galères. Et encore c'est une petite sortie, tu vois, je le sais très bien. Mais j'ai tellement peiné sur mes films, ça a été tellement dur. Je me souviens, je l'avais au téléphone et tu sais pourquoi c'était touchant? C'est parce que je lui ai dit putain Antonin, cette nana, en fait, elle distribue notre film parce que ça lui a plu. Ouais, c'est-à-dire que c'est notre travail qui a plu. On se connaît pas, on n'a pas de contact politique, parce que c'est ça la vérité, c'est que c'est hautement politique. Donc tu dois connaître, tu dois être introduit, tu vois, c'est comme ça. C'est que ce soit en plus les subventions particulièrement, mais le monde professionnel aussi, c'est la même chose. Donc là, je dis putain, c'est pas notre pote, on n'a pas de contact là-bas. Elle a pris le film parce qu'il y a du potentiel et que ça lui a plu. Ah ouais, c'est super gratifiant, comme tu disais, t'es pas affranchi dans le système. Et puis quelqu'un voit ton film et tu dis putain ça me plaît, je le veux, c'est génial. Après ce soir donc du coup il sera diffusé en salle, ça c'est là du coup c'est top aussi parce que là donc tu présentes ton film, enfin c'est une autre expérience. C'est pas la première fois que tu le présentes. Tu l'as déjà présenté au Star à sa sortie, non? Juste avant la sortie, le week-end avant la sortie, et c'était génial. La salle était pleine parce on avait un certain quota d'invites et on avait ouvert, je sais plus, pour 60 ou 70 personnes. Il y avait encore le quota, ouais. Ouais, le Covid. la salle Covid machin. Et une semaine avant, c'était plein. On n'avait plus de place. Et c'était génial parce qu'en fait l'expérience de cinéma, tu vois, moi je regarde plein de films sur mes écrans, tu vois, je suis obligé, des fois même je coupe, c'est-à-dire je vois des bouts de films, je regarde un morceau le matin, un morceau le midi, je suis un peu dur, mais c'est ma manière de tu vois d'emmagasiner un peu de films. Et là, tu vois ton film sur grand écran, c'est une émotion quoi, surtout que c'est un moment, et c'est ça en fait c'est peut-être même l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire se réunir et recevoir une histoire, tu vois, et être tous ensemble, et même si tu calcules pas ton voisin, il est quand même là, et tu vis cette histoire avec lui quoi. Ouais, tu partages une émotion avec quelqu'un que tu connais pas. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est une grande émotion, et c'était génial. Ça, l'avant-première, c'était particulier. Et ce soir, je suis hyper content que
tu vois, que le festival du film de l'Est, il puisse enfin, c'est super, tu vois, pour nous. On va juste parler aussi comment tu construis du coup ton film, comme pour Né un soleil. Donc tu le disais, donc il y a 3 phases en fait d'écriture, de création d'un film. Donc il y a l'écriture, le scénario, il y a la réalisation, et donc il y a le montage. On se posait la question, comment tu fais pour rendre en fait tes films aussi dynamiques? Alors effectivement, ils sont assez courts, tu vois, tes films, même pour les formats, même pour les longs. Malheureusement, j'aimerais bien avoir plus de temps de tournage. Ah, je me doute, mais pourtant, ils sont hyper dynamiques. Ouais. Même déjà dans le premier, dans Colline, Colline, c'est haletant, il y a du rythme, tu t'ennuies pas, quoi. Et est-ce que ce rythme, en fait, comment il se travaille? Est-ce qu'il se travaille à l'écriture du scénario? Est-ce que c'est lors du tournage, lors de la mise en scène, ou c'est le montage en lui-même qui favorise le rythme? Ou, tu vois, c'est une question que souvent je me posais, c'est le réalisateur, c'est lui qui impose le rythme dans son film, ou c'est le monteur qui est derrière, qui lui dit, écoute, pour donner un peu plus de peps, on va couper là, on va raccourcir ça, tu vois? Ouais, c'est tout ça, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est marrant parce sur Colline, on m'avait beaucoup fait cette remarque. Que c'est prenant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, t'es pris dans une espèce de spirale. Ouais. Et c'est marrant. Enfin, ça me fait penser à ce qu'on discutait de Cameron, parce que lui, il a une technique de climax où il ajoute il ajoute un certain nombre d'actions justement pour toujours. Quitte à s'embrouiller parfois. Oui, ça je me doute bien. Et donc, en fait, moi, mon cinéma au départ est extrêmement dense. Colline, c'est une narration parallèle. Je sais plus combien, il y a 3-4 histoires donc si tu veux, en fait, je raconte 4 films en un. C'est un film choral, en fait, hein. C'est ça, c'est un film choral, il faudrait que ça fasse exactement la même durée, mais on se comprend, c'est une narration parallèle. Et en fait, ça, faut savoir, en France, on ne produit pas ça. C'est-à-dire que c'est anglo-saxon. Ah ouais. C'est pour ça que moi je suis revenu après à une narration classique, et à simplifier. Dernier Soleil, c'était vraiment, alors j'ai peut-être un peu trop fait, mais je voulais être simple, parce que moi j'ai toujours un besoin d'ajouter des personnages, des trucs, mais à un moment, je crois que l'alchimie fonctionne. Tu vois, c'est-à-dire que moi je vois que toutes ces sous-intrigues et l'intrigue, enfin voilà, ça va permettre justement, et je pense que dans Colline ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose effectivement de prenant. Pour ce qui est du rythme, bien sûr que c'est un truc de scénario, mais évidemment que c'est un truc de mise en scène. C'est-à-dire que tu vas toi-même avoir une vision de ton découpage, mais ça peut être très différent. J'aurais pu faire un truc hyper brusque, cut, pour essayer d'être dans la sensation. J'aurais peut-être, voilà. Donc c'est vraiment une structure filmique que je détermine, et bien sûr après le montage va permettre de régler tout ça. Mais qui dit rythme dit rupture. C'est-à-dire que le premier montage de Dernier Soleil était hyper dynamique, hyper cut. J'avais mis plein de choses dedans. J'avais mis beaucoup de musique. Enfin, c'était des musiques de référence. J'en avais beaucoup mis. Et je me souviens très bien quand Basile, il a vu c'est moi qui l'avais monté, donc c'est pas une bonne idée, hein, mais voilà, c'est question d'argent aussi. Il avait vu le montage et il m'avait dit, ouais, c'est bien. Je pense qu'on peut faire un bon truc. Par contre, il faut vraiment ton matériel, il est sur la fragilité, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un truc de l'accident, quoi. C'est fragile, ces mecs-là ils jouent pas vraiment. Enfin, tu vois, il y a un truc. Il me dit donc, et moi j'avais vachement, comme ma réal était propre, j'avais été très dans un montage plus classique en fait, où que tu peux te permettre avec des acteurs parce que t'as le bon regard, le bon truc, le machin. Alors que là, ça restait toujours un petit peu des fois fragile. Et il m'a dit, il faut qu'on tire en longueur, il faut qu'on fasse comme ça. Et en fait, c'est lui qui a imposé cette écriture de faire durer les plans, tu vois, et en fait toute la première partie, elle a pris son ampleur et qui la rend en fait encore plus sociale, je pense, parce que tu contemples longuement. Il y a des plans contemplatifs en fait, mais qui sont hyper beaux et qui en fait qui mettent en valeur le personnage. Et avant, quand tu parlais de Colline, tu disais oui, alors donc très écrit avec beaucoup de personnages, beaucoup de situations, et que dans Né un soleil, tu as un peu épuré ça. À mon sens, c'est mieux parce que du coup, Eric, enfin c'est lui le porteur de l'émotion. Si tu avais eu encore d'autres, si tu avais construit encore un peu plus les autres personnages avec d'autres histoires parallèles, peut-être qu'on aurait perdu en émotion. Eric, c'est quand même lui qui nous emmène. On palpite pour lui parce qu'on se met à sa place. On a tellement d'empathie pour ce personnage-là. C'est lui le vecteur d'émotion. Et c'est ça qui rend le film aussi très beau, je pense. Ouais. Puis tu te rends compte que le travail que j'ai fait là avec Basile, j'ai beaucoup appris. Et tu aides ton personnage, en fait.
quand finalement tu t'enlèves les trucs de côté, que tu te concentres que sur lui. Parce que moi, j'avais justement une tendance, ce que j'ai fait sur Dernier Soleil, à passer du temps avec mes personnages secondaires. Tu vois, les rappeurs, je passais du temps avec eux. Donc moi, mon premier montage, on changeait un peu de point de vue. Tu sais, et lui, il m'a dit non, mais c'est bon. Il m'a dit le gamin, il disparaît. Tant qu'il n'y a pas le coup de fil qui justifie qu'on passe sur leur point de vue. Et moi, j'avais d'autres scènes. Hein. J'ai plein de scènes que j'ai sacrifiées où tu les voyais dans la baraque, ils bouffaient des frosties, il y avait tout un truc autour des céréales. Tu vois, j'adorais, je riais, on riait. Moi, ça me fait toujours rire. Donc, je suis très friand de ce truc un peu. Utiliser des non-acteurs, il y a un truc un peu, comment dire, un peu de l'ordre de la provoque. Tu sais, il y a un plaisir. Alors déjà, je pense, alors c'est pas pour les dévaloriser du tout que je dis ça, mais il y a un plaisir de voir des fois des gens mal jouer. Ce qui là n'est pas le cas parce qu'on est quand même beaucoup dans le jeu, mais moi je trouve qu'il y a un espèce de plaisir parce que le cinéma il est complètement normé. Tu sais, il y a une seule manière de faire du cinéma, c'est celle-là. Moi c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Hein. J'étais sur les foulards. Tu sais que je te parlais avant de Seulement Sam. Tous les prods le dire de UGC machin, ils m'avaient tous dit ah putain c'est génial. Hein. Mais alors là, sur un format long, vous pouvez pas partir avec des gens comme ça, quoi. Mais franchement, c'est génial, hein. Tout le monde était unanime pour dire que ça marchait hyper bien, ça donnait vachement envie. Mais alors, se dire, on va se projeter sur un format long, ça n'existe pas, à moins d'être Jean-Charles Hue ou Dumont. Enfin, il y a quelques exceptions sur des budgets très restreints, tu vois. Et la direction des acteurs, elle est différente entre des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels. Est-ce que leur naturel revient au galop quand tu leur donnes des instructions de regard ou de positionnement? Est-ce que le naturel de l'acteur pas professionnel revient? Toute façon, l'idée, c'est de ne pas jouer. C'est ça, laisser vivre le personnage et se dirige pas en fait. Qui ne joue pas. Et justement, avec Eric, c'était un peu ma peur parce que je sais qu'il c'est quelqu'un qui joue dans la vie, il a plein de personnages, il fait l'Alsacien. Ouais, il fait de l'animation, il est dans l'interprétation, il fait de la composition. Mais le cinéma, la caméra, ça pardonne pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est la caméra qui donne. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. L'acteur, il doit pas trop donner. Parce que la caméra, surtout quelqu'un comme moi qui justement a une vision voilà filmique assez léchée, assez proche et tout ça, il faut pas trop donner parce que tout de suite ça marche plus. En fait, tu vois, ce que les grands acteurs savent très bien faire, les acteurs de profession, quoi. Tu peux remarquer, tous les films, ils en font jamais trop, quoi. Même quand ils sont dans de la performance, il y a toujours une retenue, quoi. Ils ont pas besoin d'en faire beaucoup. Voilà. Et ça se passe dans les yeux, et ça se passe sur la peau, et la caméra donne beaucoup. Donc, effectivement, l'idée, c'était de dire à Eric, c'est bien que tu joues, parce que c'est quand même toi le personnage principal, donc tu dois tenir ce truc, quoi. Il y a de l'émotion. Tu vois, le problème, c'est que moi, je dis aux gens de pas jouer. Le problème, c'est que mon scénario, mon cinéma, il exige du jeu. Un Bruno Dumont, on en avait beaucoup parlé avec Basile, c'est psychologique. Tu vois, tous ces trucs, que ce soit Adjwitch, même son premier, quoi qu'il est un peu plus écrit, mais hors Satan, tout ça, c'est très intérieur. Donc, en fait, finalement, il y a pas beaucoup d'actions de jeu où, tu sais, là, je dirais Eric, il se fait kidnapper, son gosse, il doit s'énerver contre son cousin, il pleure dans la forêt. Et tu vois, je veux dire, ça des actions, ça nécessite du jeu. J'ai beau leur dire, tu peux pas jouer, c'est très contradictoire parce que il faut qu'ils jouent. Donc, effectivement, ça exige un travail très particulier, mais qui est beaucoup un travail, moi, où là, je savais que mon point de contrôle ultime, c'était la mise en scène. D'accord. C'est-à-dire que je savais qu'avec mes plans, j'allais avoir un contrôle. Les émotions allaient beaucoup plus arriver par le montage. C'est toi qui devais faire le travail moins qu'eux. Eux devaient vivre la scène, ils devraient, voilà. Tout à fait. Je veux dire, eux ont vachement bossé. Je veux dire, là, ce qu'apporte Eric dans chaque plan, on peut le voir, tu vois, vraiment ce qu'il apporte. Mais je savais que ce que je voulais faire, c'était contrôler ça par les moyens de la mise en scène, du montage, de la musique, et finalement que l'émotion allait se créer parce que c'est un jeu de plans. C'est l'effet Kuleshov. Je veux dire, Bruno Dumont, c'est ça. C'est l'effet Kuleshov. Exactement. C'est marrant parce que je voulais justement revenir aussi par rapport à The Trap, à l'effet Kuleshov. Mais en fait, juste pour revenir sur le travail de montage. Donc sur ce film-là, donc tu as participé au montage. Donc vous étiez à deux. T'as un monteur. Est-ce que justement c'est pas important d'avoir un monteur? Non pas que pour la technique, pour avoir un peu de recul aussi sur son sujet, sur sa matière. C'est pas, tu vois, qui peut te dire, ouais, comme tu disais avant, là tu te plantes, là il faut qu'on désosse un petit peu tout ça. Tu vois. Est-ce que, parce que on va dire, tu fais tout, tu vois, sur le film en fait. C'est pour ça qu'on reconnaît que c'est toi. Bon, voilà, est-ce que des fois, ce serait pas intéressant d'avoir quelqu'un qui te dit, bien sûr.
Mais tout est une question de moyens, apparemment. Mais c'est ça. Voilà, C'est-à-dire que oui. le problème, c'est que déjà un mec comme Basile et moi j'avais une liste de monteurs et lui il était en top position, tu vois. Mais c'était lié à mes moyens, c'est-à-dire qu'on l'a payé au Black pour 2 semaines, tu vois. Et je veux dire, lui il bosse il est tout le temps booké. Il a pas de salle de montage parce que lui, genre, il m'avait dit, ouais, j'étais chez lui, il est cordonnier, soit plus mal chaussé, il avait un espèce de vieux Mac dégueu, il me disait, ouais, si j'ai un truc de montage ici, je vais pas m'arrêter, ça va me gonfler. Donc, en fait, toutes les prods, elles te louent des salles de montage, ce qui est normal. Tu dois être dans un endroit où le réalisateur, il vient, tu peux regarder les rushs, le monteur, il vient à 8h le matin, il part et tu vois, c'est dédié à ça. Donc, fallait lui louer une salle. Et tu vois, donc c'est tout de suite vachement de coût, quoi. Tu vois, donc là, on s'est fait prêter une salle au fin fond de Paris, enfin par un pote. Et donc évidemment, il faut du monde. Je veux dire, le cinéma, c'est quelque chose de collectif. Il te faut des gens. Et c'est ça la qualité de la production, c'est-à-dire choisir les bonnes personnes qui vont pouvoir apporter quelque chose au projet. La direction qui est donnée par le réalisateur, elle est sublimée, elle est améliorée par tous ces gens qui vont venir. Et évidemment, c'est-à-dire que moi, c'est moi qui ai financé, c'est mes potes. J'ai moi-même fait la photo du film. Je veux dire, j'arrive en salle de montage, je vois que ça marche. Ah, super, je me mets à m'éclater, je monte tout, tu vois. Moi, j'avais un mantra avant, c'était tout ce que j'aime, faut que ce soit dans le film, quand je montais. Tu vois, c'est-à-dire même dans une même scène, les répliques, les trucs, je voulais essayer de tout mettre. Donc, c'était un travail de dingue. Mais j'arrivais, tu vois, à avoir des objets comme ça. Et Basile, tu vois, le gars, il arrive, il dégage, il en a rien à secouer, quoi. C'est-à-dire qu'il me dégage la moitié des trucs, et il a raison. C'est-à-dire qu'au final, ça m'a ennuyé au début, mais en fait, il a parfaitement raison. Je voulais parler aussi de Esteban. Donc, comment tu l'as casté le gamin? Tu le connaissais aussi? Oui. Alors, Ouais. Esteban, je le connaissais, en fait, mon pote Julien, et donc sa femme Ève et leurs enfants, donc je les vois souvent quand je viens en Alsace, et on était, mais il y a longtemps, hein, je sais pas, il y a au moins 6 ans, 5-6 ans, ils avaient un espèce de jardin de permaculture, je sais pas quoi, bon bref, on fait un barbecue là-bas, et une fois de plus, on se laisse un peu aller à boire des choses un petit peu plus fortes que l'eau qui est dans ce verre là, tu vois. Et donc on rigole, voilà, on fait un peu les cons et on était autour du feu et je sais pas, il y a un truc qui se met en place, les enfants se mettent un peu à chanter, on se met un peu à chanter, tu vois. Et je vois ce gamin qui arrive, il était petit à l'époque, il avait 6 ans peut-être ou 7 ans. Il a 10 ans là, je crois. Hein, ouais, ça, là, il a 10 ans dans le film, maintenant il a 12 ans. Ah oui, voilà. Ça veut dire qu'il a pu voir le film, parce qu'en fait, il y a 2 ans, c'était un peu violent pour lui. Non, mais c'est vrai. Et maintenant, il a eu l'âge de voir le film, quoi. Et donc, je le vois arriver et il nous fait un espèce de slam, une espèce de rap slam sur mais vraiment sur l'état du monde, tu vois, la société. Et putain, je riais. Et on était là, et je me dis, mais c'est génial, quoi. Il est génial, quoi. Il comprenait ce qu'il vivait dans le film, ce qu'il subissait, le fait qu'il soit enlevé ou tu vois qu'il soit kidnappé. Alors, tu vois. il l'a hyper bien vécu. Il faut savoir que bien sûr, il y a un monde. C'est-à-dire qu'on est sur le plateau de tournage, oui. on rigole. Oui, il est pas seul dans la forêt. Il est pas seul dans la forêt avec un brigand. Non, mais c'est vrai que même il me disait, ce qui est génial, parce que faut savoir, le scénario n'est pas dialogué. Hein, je décris les dialogues dedans. Tu vois, genre machin dit ça, le truc lui répond ça, pour que les acteurs aient un chemin. Mais impriment leur propre façon de parler et inventent leur propre dialogue, voilà. Et donc Esteban, il ne parle pas, mais par contre il est très présent. Et je me souviens que j'avais fait lire à sa mère tout avant. J'ai dit voilà, tu regardes, tu me dis ça sur le kidnapping. Elle avait rien dit. Et dans le scénario, il y a quand même un truc. C'est une scène que j'ai coupée du film. Ils le descendent, ils le mettent dans le coffre de la voiture. Okay. Et d'ailleurs, il y a un mec au volant qui est le mec du garage. Enfin bon, bref, j'ai coupé. Et je me souviens que sa mère n'avait pas tiqué là-dessus, ça m'avait vachement étonné. Et moi, j'avais une méthode de mise en scène. Je voulais filmer, tu vois, un certain angle de la voiture pour pas avoir à le mettre vraiment dans le coffre, parce que je voulais pas lui faire vivre ça, tu vois. Et en fait, il était tout à fait partant. Il avait vachement envie qu'on le foute dans un coffre. et c'était drôle et ça c'est, enfin, je veux dire, à part la fatigue, parce que c'est quand même super fatigant le tournage et pour un gamin comme ça. Il faut attendre, il faut. Oui, puis exactement. Puis on était en galère, tu vois, donc c'est pas forcément les super conditions. À part la fatigue, lui, il a très bien vécu. Par contre, quand j'ai sorti le premier trailer 6 mois ou 1 an après pour le crowdfunding,
sa mère m'a dit il avait cauchemardé tu vois, il avait vu la scène un peu de kidnapping et il en avait cauchemardé. Voilà. Tu sens que c'est une nature ce gamin parce qu'il a donné une interview là, quand vous avez fait la promo sur France 3, France 3 Gaz, et on lui demande s'il veut faire du cinéma, il fait ouais je veux bien mais pas si c'est un film pourri. Et là tu dis il est bon le gamin, il est vraiment bon. Il est drôle, il est super, il a un univers et puis même honnêtement, il a une gueule quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il cache la lumière quoi, tu vois, c'est-à-dire que dans le film, tu vois qu'il a pas besoin de parler, il capture la lumière quoi, ça marche. Donc, je reviens juste sur ce qu'on disait avant. Donc, pareil pour Dernier Soleil. Donc, c'est un cinéma de guérilla. Donc, tu disais dans une interview, c'est un cinéma de braquage, en fait. Même la manière dont tu tournes, tu produis le film. Tu disais, donc il y a une séquence à un moment donné où on se tire dessus quand ils vont braquer. T'as dû prévenir, en fait, quand même, le patelin. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Ce truc sans autorisation, ça t'a tout de suite l'impression d'un truc dangereux où on vient. En fait, pourquoi je viens aussi en province, c'est que c'est super facile ici de venir dans la rue ou dans un patelin, de poser une caméra. Personne va t'embêter. Au contraire, les gens vont être super contents, vont te venir regarder, te poser des questions. Et à Paris, tu peux pas faire ça. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Par contre, sans autorisation, faut bien comprendre, faut pas mettre en danger l'intégrité physique des gens, il faut pas que ça soit dangereux pour les gens qui peuvent passer ou j'en sais rien. Donc les coups de feu, si c'est un coup de feu à donner comme ça, évidemment, parce que c'est compliqué les autorisations. Il y a un bureau d'accueil des tournages, mais voilà, il faut justifier pas mal de choses. Donc dès lors que t'es pas dans les clous, ça devient difficile de venir toquer pour une autorisation. Tu vois, c'est un peu le système. Malheureusement, t'as qu'une seule manière de faire et c'est celle-ci. Dès que t'es plus dedans, c'est compliqué. Et donc là, c'est Julien, c'est le dépôt de Julien. Enfin, Julien loue ce dépôt pour mettre des trucs. Et je vais visiter le décor et je lui dis ah ouais non c'est bien, tu vois, c'est cool, on tourne là. Il me dit ok ouais. Je dis il faut on va tirer toute la journée quoi, donc c'est juste pas possible. Et en fait il connaissait le maire, c'est un tout petit village qui s'appelle Maison Goutte. Et le mec il l'a appelé, je lui ai dit ouais ok vous m'avez prévenu, y a pas de problème, je dirai aux flics. Et on a toute la journée, on a tiré. Et à la fin il est venu le maire nous dire bonjour. C'est drôle, voilà. Et tu disais que tu avais tourné le film en 2-3 semaines. Et moi, je voulais souligner le caractère d'urgence du film, enfin de tourner dans l'urgence. Qu'est-ce que ça a apporté ? Qu'est-ce que ça t'apporte toi ? Et qu'est-ce que ça a apporté au film ? Tu crois que si tu avais eu le temps de réfléchir, enfin si tu avais eu le temps de filmer plus longtemps, tu aurais eu plus de réflexion, tu aurais plus réfléchi le film et il aurait été moins authentique ou ? Je pense que ça joue dans les deux cas. Moi, j'aurais aimé plus creuser quand même le personnage d'Eric, sa relation, essayer de laisser plus d'espace pour essayer de creuser cette psychologie quand je revois le film. Après l'urgence, c'était tu es dans une dynamique, c'est-à-dire à partir du moment où tu dis aux gens voilà on va tourner dans un mois, faut qu'on prévoie voilà. Donc tu étais en dynamique et forcément ça se lit dans les plans quoi, qu'on veuille ou non, ça se lit dans les plans. Après, bien sûr que j'aurais aimé tourner une semaine de plus et je savais même pas. Enfin, moi, j'avais la conviction que ça allait faire plus d'1 heure, mais on savait même pas quoi. C'est-à-dire que moi, mon scénario, je crois qu'il faisait 20 pages, tu vois, écrites ou 25 pages, je me rappelle plus très bien. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire 1 page de scénario, c'est 1 minute de film. Et donc là, t'as un scénario de 25 pages. Une page dialoguée. Une page de description, c'est 3 minutes. Donc là, c'était que de la description. Et j'avais, une 20aine de pages. Donc tu fais à peu près le calcul, t'as 60 minutes. Le premier montage faisait 1h15. Tu vois, maintenant, ça fait 1h07 ou 8, le film. Ok. Je voulais juste revenir nouveau sur tes influences. Un truc qui m'intéresse toujours. On a parlé de Dumont, on a parlé de Tarkovsky. Tu parlais du cinéma des années 90, machin. Mais il y a des cinéastes, tu vois, qui particulièrement, tu vois, t'influencent ou qui t'inspirent. Moi, tu me parlais des années 90, mais je pense aussi au cinéma du nouvel Hollywood des années 70. Je pense un peu à Cassavetes ou à Scorsese. Quand tu vois Mean Street, ce genre de film, ça transpire un petit peu de ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est notre génération. C'est-à-dire que je crois que c'est des films, on a grandi avec ces films, donc forcément, que ce soit le nouvel Hollywood ou le cinéma américain des années 80-90,
Donc ça, je pense que ça fait son chemin. Moi, après, pour parler de références plus précisément, et bien sûr Scorsese, qui a eu une place importante, moins maintenant. Mais oui, Mean Street, l'énergie qu'il y a dedans. Tu vois, il y a une énergie là-dedans. Et pour moi, Les Affranchis, ça reste un film... c'est un grand film, quoi. C'est la manière dont c'est raconté, les choix qu'il fait, les arrêts sur image, l'utilisation de la voix off, le fait c'est un documentaire filmé, quoi. C'est-à-dire que là, la reproduction du réel, sauf qu'elle est mise en scène de manière magnifique, mais c'est une forme il essaie d'aller vers une forme de documentation. Tu vois. C'est vraiment un coup de maître, quoi. Il y a eu beaucoup de ces films. Coppola, j'adore, quoi. Enfin, tu vois, moi, les mecs comme ça qui font des audits. Tu vois, les Herzog, les Coppola, les mecs un peu déglingués, pour moi, c'est ça le cinéma, c'est ça. C'est-à-dire que le film, ça doit être ce que tu vis, quoi. C'est ça qui est magnifique. Donc, Herzog, voilà, j'adore pour sa démarche. Tout le nouvel Hollywood, Et donc, du coup, Eric, c'est un peu Klaus Kinski, alors. Espérons que, ça ne se finisse pas comme, voilà. Non, mais, qu'est-ce qu'il y a non, mais sinon il y a plein de en cinéma, voilà, cinéma des années américains, plus récent, James Gray, évidemment. Je pense que voilà, c'est un cinéaste important. Je pense que j'ai été marqué par le Tarantino. Tu vois, Pulp Fiction, c'est quand même une manière c'est une espèce il a inventé un sous-genre, quoi. Il y a eu énormément de copies de ce film après, et cette manière d'utiliser, même si lui s'est inspiré d'un film de Mario Bava, mais qui en fait est un film italien avec, il y a plusieurs courts-métrages, mais il n'y a pas le même lien en fait entre les cours, quoi. C'est ça qui est intéressant dans Pulp Fiction, c'est cette structure qui est liée, enfin, narrativement. Un peu à la Rashomon, quoi. Ouais, la Rashomon, pardon. Rashomon. Kurosawa. Ouais, mais bien sûr, il y a eu plein de films qui utilisent, de toute façon, qui déconstruisent la temporalité, tout ça. Je pensais aussi, je sais pas si c'est un cinéma qui te parle, le cinéma des frères Safdie. Tu vois, ces New-Yorkais qui font Good Times. En fait, je t'explique, quand j'ai écrit, dis-nous la vérité. Vas-y. Quand j'ai écrit Dernier Soleil, j'ai Eric, donc je lui dis, écoute, je vais t'envoyer 2 films. S'il te plaît, essaie de les regarder. Et voilà un peu l'univers, ce qu'on peut aller, jusqu'où on pourrait aller dans le jeu, dans les idées, quoi. Tu vois, je lui demandais des idées et tout. Et je lui ai envoyé Bad Lieutenant de Ferrara et Good Times des frères Safdie. Et ça se sent dans cette énergie, justement, tu voulais transmettre. Mais eux sont beaucoup plus déjà, c'est un peu beaucoup, je me compare pas, mais il y a un truc hyper électrique, quoi, je trouve, dans leur façon c'était tout le temps en immersion. En fait, ils utilisent vachement, eux, ils sont beaucoup dans des focales moyennes et des focales longues, et donc tu as tout le temps cette impression d'être immergé dans quelque chose qui ressemblerait à une forme de documentaire, mais très stylisé. Et non, j'aime beaucoup les frères Safdie. Et tu sais quoi, en fait, cette idée de personnage féminin dont je te parlais avant, d'écrire un film, je suis en train d'y réfléchir, c'est notamment parce que j'ai vu un de leurs premiers films qui s'appelle Mad Love in New York. Génial. Heavens Know What, qui est le titre original, qui est un très beau titre. Et c'est cette démarche de rencontrer quelqu'un qui est une héroïnomane, de lui dire, tu écris, de s'intéresser à ça, de la payer à la page, parce que c'est ce qui s'est passé. Et d'adapter ce film qui est dans une forme finalement qu'on peut vachement interroger, parce que c'est très fragile, quoi. C'est très anecdotique. Finalement, c'est une histoire d'amour, mais c'est pas vraiment une histoire d'amour. C'est vraiment le carnet de bord de cette nana qui se drogue et qui galère et qui essaye de survivre, quoi, dans cette ville. Et malgré tout, il y a quelque chose de très attachant dans le film, malgré justement ces fragilités sont des forces. Et j'ai beaucoup aimé l'espèce de sentiment, espèce de traversée comme ça qu'on a avec elle. Et je pense que c'est ça qui m'a notamment donné envie d'un personnage féminin. Le temps est extensible, mais la projection approche. On va quand même peut-être. Ça va, non? Oui, ça va. On va peut-être te laisser partir bientôt, mais j'aimerais aborder le sujet de tes projets. Tu parlais tu disais que tu avais des projets, et quels sont-ils, si tu pouvais Alors là, en fait, avant Dernier Soleil, je voulais faire un autre scénario, mais qui était beaucoup trop ambitieux. Que là on développe sérieusement avec Antonin, donc le producteur avec qui j'ai fait Dernier Soleil, qui sont une jeune boîte pleine image, qui sont super, très, un peu foufou. Comme ils sont jeunes, ils t'ont prêté le matériel, hein, c'est ça? Ouais, enfin il me l'a loué à un prix très très bas, et il m'a dit ok, je te le fais comme ça, mais je rentre en coprod, quoi. Mais tu vois, il avait pas lu le scénar, enfin tu vois, parce que moi j'avais déjà tout préparé. Et donc en fait, ils sont vraiment intervenus en post-prod, où
ils ont un truc post-prod, ils m'ont synchro les rushs, ils ont tout organisé. Enfin, c'est quand même je jure, c'est tellement dur de faire des films que c'était vraiment agréable de les avoir avec moi. Donc là, c'est un film sur une histoire d'amour. Donc justement là, il y a un personnage féminin très important, c'est l'histoire d'un couple. Et c'est un assassin dépressif qui rencontre une sourde fan de Britney Spears. Et ça va lui redonner envie de vivre, quoi. Tu vois, ils vont vivre Bah déjà le synopsis est prometteur. Non mais si ça t'arrives pas à le vendre, ce serait surprenant. Je te jure, je pense qu'on sera surpris. Donc ça, c'est parce que en écriture, c'est l'un de mes projets les plus aboutis, les plus avancés. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on essaye de le développer. Cela dit, c'est vraiment un film d'acteur. Là, j'ai envie de faire un peu des films d'acteurs, de retrouver les acteurs. Merde, je voulais positionner pour un rôle, merde, c'est pas possible. Non, mais t'inquiète pas, je garde en tête. De toute façon, j'en ferai plein des films. Donc, on a ce projet-là. En fait, voilà, moi, j'ai ce projet-là. J'ai ce projet avec le personnage féminin principal. Là, j'ai gratté pour un pote acteur. On s'est vu. Il m'a donné une idée. J'ai gratté un truc. Il est emballé. Donc, on va essayer de voir. On va essayer de le développer. Et je travaille sur un film que j'ai repris pendant le confinement. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. On parlait des influences avant, on a digressé. Voilà, moi je pense que j'ai été assez influencé par, quand je parlais de Tarantino, pour moi il y a Guy Ritchie dans la foulée, il y a un film de Doug Liman qui s'appelle Go, qui est moins bon qu'un Pulp Fiction, mais je veux dire qui reprend le truc. Il y a les frères Cohen, tu vois, Fargo pour moi c'est un film fondateur, hein, pareil c'est un film choral complètement, quoi. Et donc on le voit dans Colline, tu vois. Moi, j'ai ce truc à vouloir et j'ai un aspect très de ma personnalité que moi, je suis un gros blagueur. Je fais, tu vois, moi, je pense dans Dernier Soleil, il y a des moments drôles, quoi, quasiment, quoi. Et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est d'aller dans ce truc-là. Et donc, je travaille à faire un Snatch, quoi, un truc entre Snatch, Pulp Fiction, mais ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'y travaille. Et là, je l'ai repris pendant le premier confinement. Je suis à fond dedans en ce moment. Et j'espère mais ça c'est très compliqué, je pense, à produire, parce que c'est un film, tu vois, forcément tout de suite t'as besoin d'un peu de structure, de moyens, quoi, certaines assises. Et encore un dernier sujet, ton cinéma te fait pas vivre. Tu enseignes l'audiovisuel, Ouais, totalement, ouais. Voilà. Mais c'est assez vague pour moi l'enseignement de l'audiovisuel. Non mais je veux dire, qu'est-ce que tu apprends à tes étudiants? C'est quoi exactement? Je leur apprends tout ça, quoi. C'est-à-dire, je leur apprends déjà, je pense une forme de philosophie, quoi, tu vois, de ce monde-là. D'accord. De la petite expérience que j'ai. Mais moi, mon premier TD que j'ai fait ici à l'université de Strasbourg, en fait, j'ai été invité il y a 7 ans comme je faisais pas mal de pubs, il y a une école qui s'appelle Sub de Pub à Paris, qui m'avait invité. Je connaissais un mec, qui m'a dit, faut que tu viennes intervenir sur les masters en audiovisuel, je sais pas quoi, il faisait un film. Et en fait, je me suis dit, c'est pas mal, tu vois, j'avais rien à faire, je suis venu, ils me présenter leur projet, je les supervisais, je donnais mon avis, je les accompagnais, quoi. Et je me suis dit, c'est plutôt bien payé, j'ai pas le stress des tournages, tu vois. Tu vois, j'avais toujours idée comme ça un jour de pouvoir enseigner, tu vois, c'est un jour, quoi. Et en fait, j'ai essayé de développer ça parce que j'avais de moins en moins de taf, quoi. Tu vois, la pub, ça se pétait complètement la gueule. J'arrivais plus à en vivre. De toute façon, ça a toujours été dur, hein. J'ai toujours vivoté. Et donc, petit à petit, ça a pris quand même pas mal de place. J'ai toujours beaucoup démarché. J'enseigne donc dans beaucoup d'écoles à Paris. Et donc là, quand je suis parti à Aix, premier réflexe, c'est de faire des mails aux écoles, en fait. C'est pas d'aller chercher à faire des films. Moi, je tourne quasiment plus de films de pub, plus du tout. J'ai un peu fait une croix là-dessus. Et ce qui m'intéresse maintenant, mon énergie, je la mets dans des Derniers Soleils et des trucs un peu zinzin, quoi. Et jusqu'au jour où peut-être je pourrais faire un film, tu vois, dans le système correctement. Mais d'ici là, je vais continuer à tourner. Donc, j'ai fait 10 mails. Je suis pas en plein déménagement. Et il y a une école qui m'a répondu, qui ouvrait sa filière audiovisuelle. Donc, je suis arrivé au bon moment. Et donc, j'ai récupéré tout ce qui est prise de vue, montage. En fait, je suis plus sur la technique et la mise en scène. Okay. Ici, mon TD... Pas forcément la théorie, à la fac, par exemple. Tu as de la théorie. Tu es obligé d'avoir des repères théoriques. Ouais. Mais après, il faut tout de suite que tu les exerces dans la pratique pour pouvoir, tu vois, confirmer ces repères, les développer. Tu vois, ça doit se corroborer par la pratique. Et donc, voilà, moi, au départ, j'enseigne la mise en scène, quoi. C'est-à-dire l'utilisation de la caméra,
comment on expose une image, comment on règle une balance des blancs, comment on fait le point, comment on utilise une caméra, et forcément au travers d'exercices de mise en scène orientés fiction. C'est pas, tu vois, même si après ça peut servir pour faire du reportage, ce que tu veux, c'est orienté fiction. Et donc, maintenant, je me suis diversifié, quoi. Mais je fais plus des matières. Voilà, le montage, j'aime beaucoup enseigner le montage aussi. Et donc, voilà, je suis devenu un peu référent de cette filière, comme ça se montait, et que j'étais un peu le mec qui avait pris tous les aspects techniques, tout ça, et que j'avais beaucoup de cours. Je suis devenu un peu référent, et là, on accueille une deuxième année. Oh, c'est cool. Mathieu, t'as encore des questions pour Étienne? C'est pas une question, en fait, je conseille à tout le monde de regarder Dernier Soleil, parce que vraiment c'est un super film, et aussi les autres. Parce que tu vois la progression, effectivement. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est la réflexion que j'avais faite à Mike. Quand j'ai vu Dernier Soleil, ça m'avait plu, mais j'étais pas plus emballé que ça, très honnêtement. Mais ça m'avait plu. Et j'ai regardé du coup les autres films, et là du coup, en fait, il y a véritablement une œuvre, comme je te disais, qui s'est présentée à moi. Je me dis, merde, il y a une telle évolution. Et je vois, en fait, en même temps, t'as l'impression que les personnages, tu vois, que les personnages évoluent de film en film. Ce sont pas les mêmes, mais tu as, en fait, on est accompagné par ces comédiens et par ces histoires. Et du coup, je me suis dit, merde, en fait, c'est vachement bien. En fait, pour moi, véritablement, la porte d'entrée, c'est vrai que The Trap m'a foutu une claque. Je me dis, putain, visuellement, c'est vraiment, vraiment classe. Et quand je remets tout ça en perspective, tout ton cinéma, je me dis, punaise, il y a un potentiel de dingue. Là, c'est vraiment bien. Donc, Dernier Soleil, on le recommande à tout le monde. Sur toutes les plateformes de VOD, c'est vraiment chouette. Ouais, il est là encore pendant longtemps, de toute façon. Il y avait un contrat de 18 mois, tu disais, hein, c'est ça? C'est ça, mais qui va peut-être être reconduit. Enfin, ça dépend. On va essayer de le vendre en abonnement aussi. Tu vois, c'est-à-dire que normalement, l'idée, c'est de passer dans les catalogues d'abonnements. D'accord, ouais. Honnêtement, à voir. On est quand même un microfilm, même si on a fait des bons chiffres, là, ce qu'on a vu, mais. Ouais, les retours, les chiffres, c'est. Ouais. Ça reste petit, en fait, tu te rends compte, on s'est fait pirater le jour de la sortie. On était sur toutes les plateformes en streaming, mais j'étais dégoûté. Et alors, je ne pensais pas, mais alors, on a soulevé des torrents de haine. Et je m'étais dit, les acteurs non pros, les gens. Moi, j'ai toujours cette idée qu'Internet, ça reste quand même un terrain où il y a une forme de justice. C'est-à-dire qu'on arrive à reconnaître, tu vois, quelqu'un qui a une bonne démarche, il y aura toujours des gens pour le reconnaître et tout ça. Donc moi, je m'étais dit, attends, on fait un film avec que dalle, on est tous bénévoles, tu vois, je vais chercher des vrais gens, tu vois, donc il y a un truc quand même, une démarche en tout cas quelque part d'entrepreneuriat entre guillemets qui est assez cool quand on réussit à le sortir. Et en fait, ça a été des insultes. Alors pas tout le monde, mais je me suis rendu compte que les gens qui commentent, c'est souvent des gens très haineux, quoi. Il y a des gens très positifs. Mais et ça m'a. Et je me souviens sur Allociné, on s'est fait éclater et j'ai parlé à Lana, j'ai dit mais quand même votre communauté, c'est compliqué. Et elle m'a dit et tout le monde m'a dit c'est comme ça. Comment t'analyses ça, toi? Non, mais c'est pas représentatif. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est, comme tu le disais, les gens qui aiment, c'est pas eux qui se manifestent, c'est pas eux qui vont commenter. Bien sûr. Par contre, ceux qui détestent, peu importe la raison, eux, ils se lâchent. Parce que et c'est souvent gratuit, hein. C'est-à-dire que même sur le trailer, c'était des trucs, tu vois, alors que je me suis dit, ça marche bien quand même, tu vois, c'est pas mal. Ce qui est terrifiant pour toi, effectivement, c'est le piratage. Parce que pirater le dernier Avengers, ça a peu d'impact. Par contre, pirater un film comme le tien, c'est meurtrier, c'est terrible. Exactement. Et on a essayé de contrecarrer le truc parce que le distrib avait pas de dispositif anti-piratage. Ceux qu'ont les gros, hein, tu vois, évidemment. Et c'est peine perdue. C'est peine perdue. Et en fait, j'ai un pote un peu ingénieur qui m'a dit, le seul truc que tu peux tenter, fais une lettre ouverte pour dire, vous pouvez, les gros, ils absorbent ça, mais nous qui faisons du cinéma avec rien, mais bon, j'ai pas envie de m'embarquer, tu vois, ça va, ça a été assez dur, tu vois, j'avais pas continué, mais c'est vrai que tu te rends compte aussi que la VOD a complètement chuté à cause à cause justement des plateformes d'abonnement, tout ça. Maintenant, la VOD, c'est moins un truc, c'est pour ça que les chiffres sont de toute façon des chiffres assez difficiles, parce que nous, on n'a pas de sortie salle, donc personne n'en a entendu parler, et on n'a pas de casting. Donc, tout de suite, tu as des chiffres qui sont assez bas. Après, on a fait sur notamment Orange, je sais pas pourquoi, on a fait des très bons chiffres. Mais oui, comme tu dis, ça a été piratage. Et ton film est dispo donc sur les plateformes de VOD. Il y a Prime Video, Rakuten TV, c'est ça, Canal VOD. Canal. J'ai vu sur Canal, moi. Orange VOD. Et après on a Microsoft. Et des VOD un petit peu plus Microsoft aussi, je crois. Google Play. Ouais, Google Play, ouais. Bref, il est disponible un peu partout, donc vous n'avez pas d'excuses, quoi. Non, mais et pas de site de streaming. Je vous préviens tout de suite, on va vous retrouver. Non, en 2 clics, tu le trouves.
Et effectivement, alors dernier mot, merci pour l'histoire de l'œuvre. C'est vrai que j'ai mon étalonneur qui a fait tous mes films depuis Colline, qui est un ami, qui donc lui connaît vraiment ce que je fais. Et c'est marrant parce que sur Dernier Soleil, il m'a dit tiens, quand même là, on peut plus remettre en question quand on remet tes films en perspective. Il y a que des trucs qui reviennent. Là, tu crées quand même un corpus de films qui est cohérent. Et même moi, qui suis quand même très négatif envers ma personne, je suis content d'avoir ce truc-là, quoi. Tu vois, Dernier Soleil, c'est ce que tous les films d'avant, The Trap, Les Foulards. En fait, je testais des trucs en me disant, ça va me permettre de vendre un long et tout ça. Et en fait, ça marche pas. Donc, en fait, revenir à Dernier Soleil, c'était pouvoir, ça y est, finaliser quelque chose que j'allais pouvoir vraiment donner aux gens en disant, voilà, j'ai fait un nouveau long, c'est vous, voilà. Et c'est vrai, quand tu remets tout en perspective, je pense qu'il y a une cohérence. Donc, merci. Merci à toi. Oui, merci à toi en tout cas. Merci de nous avoir consacré 1h30. Ah c'est bien, vous allez faire un petit montage. Ouais, non, c'est chouette. Et on te souhaite une bonne projection pour ce soir. On sera dans la salle et bel accueil pour ton film et encore merci à toi. Merci, et je pense que parce que vous n'étiez pas là à l'avant-première. Non. Mais c'est une toute autre chose de le voir sur grand écran. C'est pour ça qu'on y va. Moi, je vais peut-être même rester dans la salle, tu vois, parce que je l'ai jamais vu sur grand écran. Ah ouais. Moi, je reste pas, moi. Tu sais, l'avant-première, t'as le réal quand même assis à côté de toi, c'est pas cool, quoi. Ce que je disais à ma femme, elle dit, tu restes pas, mais faut que tu restes. Je dis, mais non. Tu veux rester en fond de salle. T'as le réal, enfin, ouais, en fond de salle à la rigueur, mais voilà, je préférais, j'étais tenté, mais je me suis retenu. Bon, je vais peut-être être là, je sais pas. En tout cas, je serai là pour présenter, pour discuter après, et puis, voilà, peut-être boire un coup. Merci. Merci énormément pour l'invitation. Et à bientôt peut-être. Oui, je suis votre client, hein, y a pas de problème, hein. Quand je repasse, avec plaisir. Allez, bye bye à tous. Ciao. 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 Voilà pour cet échange passionnant. Les amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet entretien que nous à le réaliser et à le vivre. On tenait encore énormément à remercier Étienne Constantinesco pour le temps qu'il nous a accordé. Nous vous rappelons que Dernier Soleil est disponible en VOD. Je vous rappelle également que l'on se retrouve lundi prochain pour un épisode consacré au film de Lars von Trier, Mélancolia. En attendant de se retrouver, abonnez-vous au podcast La Nuit Américaine sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié à la sortie de chaque nouvel épisode. Je vous invite également à partager cet épisode au plus grand nombre. Et pour les Apple Addicts, n'oubliez pas de noter et commenter ce podcast via l'application Apple Podcast sur votre téléphone. Il est temps pour nous de vous remercier de votre fidélité et de vous souhaiter une belle semaine. Bye bye les amis.